à l'époque allemande, non. Landry est perdu. Hein. On a dit que Ernest Ouandié, il ne faut pas qu'on le balade sur des panels, il est dangereux. On a dit que Ernest Ouandié. Il se balade sur des panels, il dit je parle moi-même en tant que Bamileke. Tu parles en ton nom, Landry, tu ne représentes aucun Bamileke. Je le droit de parler en nom. Ton nom ne dit pas je parle moi-même en tant que Bamileke. Je vous dis qu'il y a eu génocide. Landry, sors-nous les preuves. Je vais sortir. Pourquoi tu es en train de... Master, je peux placer un mot. 10 minutes. Donne-moi 10 minutes même là. Master, je peux placer un mot. Oui, vas-y, je te laisse placer. Vas-y, passe. Le bouquin que Bangando lui-même est venu sur TikTok avec là, je me suis procuré de ce bouquin-là. Il est nulle part écrit là-dedans qu'il y a eu un génocide beau. On vous parle bien des migrations du peuple de l'Ouest. Quand le colon est arrivé, il s'est rendu compte que les terres fertiles, il y avait beaucoup de terres fertiles au Mungo. Il avait besoin d'une main-d'œuvre pour venir travailler ces terres-là. Ils sont passés à l'Ouest, ils ont pris cette main-d'œuvre-là. Ils ont déplacé les populations pour le Mungo. Il parle, ce bouquin-là explique tout. Il y avait vraiment une belle entente entre les populations qui migraient là-bas et les Beaux qui sont arrivés. Tout est écrit et clair là-dedans. On ne parle jamais de ça. Mais je suis surpris que quand il prend ça, il vient sur TikTok, il vous parle du génocide. Non, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle. C'est agression. Les petites mains de la dictature. L'Afrique fait partie des petites mains de la dictature. Landry fait partie des petites mains de la dictature de Yaoundé. C'est bien pensé, hein? Très bien pensé. Ils savent que les gens ne lisent pas. Il vient avec le document, il dit c'est écrit. Il dit on a écrit, on a dit ceci. Mais quand tu regardes, il n'y a rien là-dedans. C'est pour ça, et quand tu veux parler, c'est pour ça que j'ai dit à Bantou, à un moment donné, que non, il n'est pas en train de modérer. Parce que le gars l'embrouille. Et lui, il est toujours là. Et moi, j'étais vraiment stomaqué parce que je me dis, c'est la première fois que tu le vois à UPC. Alors oui, là, je me suis dit, c'est tel mensonge, je n'arrivais même pas à parler parce que j'étais dépassé. Je me dis, est-ce que c'est le même livre? Et quand le gars fait ça, il te dit, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as lu? Dès que tu veux placer une, il te raconte plein de trucs. Il était même gentil aujourd'hui, hein. Laissez-moi vous dire qu'il était gentil. Parce et le livre Bangando sur le Mungo, c'est migration et développement du Mungo. C'est gratuit. Tout simplement. C'est gratuit et c'est sur le net. Tout le monde va sur Google, il trouve ce livre-là et tu lis, tu comprends comment est-ce que les populations Bamileke ont fait pour se retrouver dans le Mungo. Et c'est bien précisé que toute cette partie-là était appelée Ouest Cameroun à l'époque. C'était tout ça depuis l'époque allemande. Il y avait l'exode rural, il y avait des déplacements. Mais de quoi on parle? Ils appelaient comme ça créées par les Allemands. Et parfois, je dis aussi à mes frères Bamileke, je dis, Master, je ne sais pas qui a mis son micro, Master, parfois je dis à mes frères Bamileke que souvent même vous exagérez aussi. Je vais vous dire pourquoi. Les gens sont toujours en train de dire on avait acheté. On n'achète pas tout. Moi, j'ai mon frère qui avait, qui a eu, je sais pas, c'est 2000 mètres carrés de terrain à Lumaba, à l'époque où c'était la forêt. Il était ami avec un monsieur Betty. Et le monsieur Betty était très gentil avec lui. Donc, c'est lui-même qui lui avait conseillé, il faut viens, je te donne le terrain, je fais comme ceci, tu es mon frère, etc. Bon, il lui a donné le terrain, après il lui a dit, bon, il faut quand même donner quelque chose. Donc, il n'y avait rien, c'était cordial. Il y a eu des transmissions comme ça. Le problème, c'est que des années après, quand les descendants arrivent, enfin, les descendants, lui, il n'a même pas eu d'enfant. Quand son frère est venu des années après, il a dit que non, montez-moi ceci, montez-moi cela, je ne suis pas d'accord. Il est venu arracher une partie des terrains. Donc, pour les grands-parents et autres, ce n'était pas une vente de terrain, parce que les Camerounais n'étaient pas tribalistes. C'était genre, quelqu'un vient, il travaille pour toi, tu lui donnes une partie, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passait. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont acheté. Mais je me dis, la question n'est même pas de dire est-ce que tu as acheté à combien, etc. Parce que là, c'est un faux débat. Quelqu'un est installé sur les terres, il n'a tué personne. On lui a, même s'il a acheté à un franc symbolique, même si on lui a donné, où est le problème? Est-ce que c'était la même époque? Bon, aujourd'hui, les gens achètent. Donc, il n'y a pas eu les histoires de tromperie, etc. Moi, je ne sais même pas où ça sort. Hein. On a trompé qui? Franchement.
pas une mission de chercher à prendre cela de force aujourd'hui. On a trompé. C'est quelque chose qui a été acquis par rapport et je vous assure que ces gens-là, à l'époque, hein, vous ne pouvez même pas imaginer, à l'ouest, vous n'avez pas le terrain. Ces gens-là, à l'époque, donc quelqu'un est comme ça, vous entrez par exemple en Pays-Bas, vous trouvez une personne, il te dit tout ça là, c'est pour lui. Si tu viens là et qu'il est de bonne humeur, il peut te dire, bon, prends un peu là et puis tu fais tes plantations. Et quand la personne prend un peu là pour faire ses propres plantations, de temps en temps, il te dit, il faut aussi m'aider. Si tu viens là, femme, enfant, tu commences à faire des enfants et tout, on va venir dans 20 ans ou dans 50 ans dire que tu n'as pas le terrain là. Il me rappelle quelque chose. En fait, je viens d'avoir juste une... Boss. Oui. Boss, oui. Imagine-toi. Tu sais, quand le gouvernement ne veut pas s'occuper d'un dossier et que, par exemple, comme nous parlions tout à l'heure concernant de s'organiser justement pour porter d'une seule voix des revendications et demander à la France des réparations. Tu sais, pour une bataille comme ça, même jusqu'à l'ONU, hein, je vais dire, il va falloir aussi se mobiliser financièrement pour justement payer des frais et autres. Imagine qu'on demande à chaque communauté de sortir environ, je ne sais pas, 10 millions pour que les avocats puissent porter la cause. Tu les vois se présenter. Mais pourquoi pas? Non, ça va être compliqué. Ils ne vont pas se présenter. Pourquoi pas? Est-ce que quand, par exemple, on s'est mobilisé pour le chanteur là, Prince Aimé là, il ne faut pas mélanger. Non, il ne faut pas mélanger comment? Vous pensez que pour la mémoire de ceux qui sont morts pour nous, là, vous pensez que mobiliser les Camerounais, c'est chose... Vous n'avez plus de presse et les gens n'ont pas de l'argent. Il suffisait juste d'aller cliquer sur les regarder. Passion des jeunes sur les réseaux, le buzz avec Viviane, machin, c'est pas la même chose. Écoutez, on entre dans les affaires sérieuses. Pourquoi vous êtes dans un autre Cameroun, hein? Réveillez-vous s'il vous plaît, parce que le Cameroun qui arrive là, c'est pas pareil. Je vous dis la vérité, hein. Le Cameroun les Camerounais qui arrivent là, la génération qui arrive là, eux là, ils ne pensent pas que je suis Bamlek, ils sont déjà mixés. Le Cameroun qui arrive là. Ils sont pas mixés. Comment parler même de quoi? J'ai dit c'est l'intérêt général qui prône. J'ai dit, personne n'a encore essayé. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire... C'est pas une affaire d'essayer. C'est pas une affaire d'essayer. La société, elle est faite comme ça. Il y a les chefs de village. Non, écoutez. Vous figez à une mentalité du passé. La mentalité la nouvelle mentalité puisque nous on vieillit, il y a une nouvelle génération. Tes petits frères, je veux dire, tes petits frères ne pensent plus comme toi, hein. C'est ce que vous vivez. Tu sais pourquoi le LACAM s'est avancé. Le LACAM a juste enclenché, hein. Mais tu sais pourquoi le LACAM s'est avancé? Parce que le LACAM à la base est d'abord prêt. Le LACAM est d'abord... Ne dis pas que tu veux me dire que d'autres communautés n'ont pas l'argent. En tout cas, voilà UPC. Donc, pardon, UPC dit lui. C'est ça. Il y a une différence. C'est ce qui amène certaines personnes à se révolter, à être frustrées. Vous ne comprenez pas ça depuis. Ne prenez pas les autres Camerounais comme comment on appelle ça. Nous sommes tous égaux, hein. Ne pensez pas que comme tu as l'argent, là, les autres n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent. Mais c'est pas une... Non. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu dis que le LACAM est prêt. Attends, nous ne vivons pas... Attendez. Nous ne vivons pas au ciel. Nous vivons sur terre. Les Bamlékés ont ce qu'on appelle la culture de la tontine depuis des siècles. Et ils ont toujours la même période où ils font la tontine. Si vous regardez au niveau de l'église même, les Bamlékés, leur messe à 6 heures. Les autres, leur messe à 10 heures. Vous ne vous avez jamais posé la question pourquoi? Parce que le Bamléké va au marché, fait le commerce. Il y a des cultures qui ont des traditions séculaires. Quand on dit qu'il faut vivre ensemble, ce n'est pas juste que les gens doivent partager, c'est qu'il faut se connaître. J'ai dit ici l'autre jour que quand vous regardez l'Ouest, c'est minuscule. Pour une population assez nombreuse, ça permet de comprendre pourquoi les gens se déplacent. Et quand les autres communautés disent que nous, on ne va pas à l'Ouest, on est là chez nous, ils ont suffisamment de terre. Donc le besoin d'aller rester à l'Ouest, moi je ne comprends même pas pourquoi ça doit venir dans leur tête. Donc ce n'est pas la même chose.
Et quand on dit que le Bamileke ne vend pas la terre, c'est même pas parce qu'il ne veut pas vendre, il n'en a même pas. Tout à fait. Donc, lorsque vous comprenez comme ça, vous ne pouvez pas, on ne compare pas, on est complémentaires. On ne c'est vous compare qui pas. comparez, hein. Non, je ne comprends pas. C'est vous qui avez la comparaison. Moi, tu penses que... Non. C'est vous qui comparez. Parce que vous avez dit tantôt tout à l'heure que les autres, il faut prôner l'intérêt général. Vous m'avez dit que... Il y avait me dit que tu penses que comme la Camla, ils ne sont pas comme les autres. La Camla, ils sont prêts. Moi, je vais donc te dire, attends, on n'acceptera pas un pays. Moi, je suis pas ça. Le LACAM ne peut pas venir dire qu'il va faire pour les bassins, on ne va pas accepter. Le boss, une petite je te dis que c'est vrai. Moi, je suis pas ça. Vous voulez imaginer des choses en l'air. UPC, on parle de l'intérêt général. Question UPC. Oui. Dernièrement, il y a eu une réunion au palais de congrès où il y avait tous les chefs Afrique, tous les chefs camerounais là. Mais quand ils vont là-bas, ils parlent de quoi alors? Ils parlent de quoi? Ils parlent de pratiquement. Le problème, quand ils vont là-bas, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que le gouvernement les instrumentalise. Ils vont aller là-bas. Vous pensez que c'est alors, je vais te dire une chose. Chacun les bois du bon vent. Ils sont les bois du bon vent. En sortant de la réunion, là où ils étaient là, est ressorti avec une enveloppe. Aujourd'hui, la mentalité est telle que quand on réunit les chefs, on leur dit par exemple de porter une cause commune. Est-ce que tu sais que les mêmes chefs là demandent ils ont combien d'intérêt dans l'affaire? Tu sais ça, boss? Vraiment, vous écoutez, leur pourcentage. Votre discours là, ça n'arrange pas les... Moi, particulièrement, votre discours n'arrange pas les Camerounais. Donc, vous en fonction du message que vous voulez faire passer, un coup vous sacralisez les chefs, un coup vous les désacralisez, vous les prenez pour des collabos, voilà. Un coup ils sont chefs de communauté, finalement vous dites quoi? C'est pas des collabos, c'est pas des collabos. En tout cas, la finalement vous dites majorité. quoi? Arrêtez. Les chefs ne sont pas des collabos, ma soeur. Les chefs ne sont pas des collabos. C'est ce que vous faites là. C'est exactement ce que vous faites là. Alors, explique-nous ce qu'ils sont allés faire. S'il te plaît, Master, je t'écoute là depuis au moins 1 heure de temps. Et maintenant que je prends la parole, ne me fais pas ton truc de l'époque où tu t'appelais Roxane là. Laisse-moi parler. Tu peux t'appeler ta star, change les noms comme tu veux. Tu es Roxane. Donc, laisse-moi tes choses. Je vais parler un peu. Voilà. Donc, j'étais en train de dire une chose, que nous sommes appelés, et merci Boss pour ta position. Et bonjour à tout le monde déjà. Alors, moi je voudrais dire une chose, c'est que nous sommes appelés à construire, peut-être encore moins nous. J'ai 49 ans aujourd'hui, donc je dis, aujourd'hui quand je parle, je voudrais être de ceux qui prônent l'unité de ce Cameroun, parce que je considère que quand on a dépassé 40 ans, on devrait davantage travailler pour que les générations futures héritent d'un Cameroun où on a tracé le sillon, on a véritablement tracé le sillon de l'unité. Et quand je dis ça, c'est pour dire que nous sommes aujourd'hui, nous devons vivre dans un Cameroun où la mixité est même la règle. Elle est la règle parce que si à l'époque de mes parents à moi, on se mariait avec la femme, on épousait la femme du village voisin ou du peuple voisin parce que les déplacements n'étaient pas facilités. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les enfants qui vivent en Europe. Ils ne se donnent pas trop la peine de savoir si on rencontre un Camerounais qui vient du nord ou du sud. Encore heureux quand ils se marient entre Camerounais, sinon ils iront épouser les gens venus d'ailleurs. La mixité est la règle. Et je voudrais dire une chose, c'est que évacuer la responsabilité des uns et des autres pour se dire que
c'est juste la responsabilité d'un régime politique, c'est pas juste. Il est question qu'aujourd'hui, on rétablisse un certain nombre de réalités. Et ce sont ces réalités évacuées, rétablies, qui vont permettre que, en réalité, le pardon s'installe dans les cœurs des uns et des autres. Vous savez, chaque fois qu'on va essayer de galvauder la vérité pour essayer de lisser les choses, elles ne seront jamais lisses. Je prends la parole ici au nom, moi je suis de Yaoundé, précisément de Yaoundé 6. Biémassi, c'est mon village. À Biémassi aujourd'hui, la mairie de Biémassi, vous avez reçu les images. Une mairie qui a pris feu, une belle mairie qui a pris feu. Si je rentre dans mon ancestralité, au-delà de tout ce qu'on peut dire, ce feu-là a une lourde signification. Pour la simple et unique raison que, lorsque cette mairie a été construite, on a parlé et on a dit clairement à la mairie de Yaoundé, au gouvernement, ou du moins à la grande mairie, à la communauté urbaine, que très bien, vous voulez construire une mairie à Yaoundé 6, mais sachez que le terrain sur lequel vous posez la mairie fait partie du plan de masse d'une famille qui a été expropriée de 30 hectares en plein Yaoundé. Et je suis membre de cette famille. Ils n'ont pas écouté. Et au moment d'ailleurs de faire une pseudo-indemnisation, ils se sont arrangés à indemniser une autre famille. On leur a dit non, faites attention à ce que vous faites. Ils se sont arrangés à ça. 10 ans après, seulement 10 ans, la mairie a pris feu. Et ce n'est pas fini. Ceux qui iront dire que quand on arrive chez les autres, on peut s'installer comme on veut, sous prétexte qu'on a créé des amitiés. Un homme ne fait pas une tribu. Vous avez pris l'exemple, monsieur UPC, de quelqu'un qui était l'ami d'une personne et qui donne 7000 mètres carrés à son ami, mais au nom de quoi? 2000. Même si c'est 2000, au nom de quoi? Parce que dans ces choses-là, il ne faut pas oublier que nous ne sommes que de passage. Et ce passage-là ne doit pas nous donner la liberté de faire comme on veut. On doit pouvoir, parce que moi je suis très admiratif de la façon dont nos frères de l'Ouest sont conservateurs. Et ça devrait être comme ça partout. C'est-à-dire que la question foncière qui est au centre aujourd'hui de toutes les querelles, qui essaient de faire naître une chose qu'on appelle tribalisme. Moi, je pense que ce qu'on appelle tribalisme aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une revendication que les autres n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose. Je suis venu en Europe depuis 1999 au prix de mes efforts. J'ai commencé à construire un bâtiment qui était à la base une école. Mais qu'aujourd'hui, je ne peux pas exploiter ce bâtiment rendu à ce jour. Pourquoi? Parce que le marché a envahi devant cette école-là, devant ce bâtiment-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obligée de transformer ce bâtiment en bâtiment commercial pour qu'il épouse la zone de chalandise. Vous voyez? Tout simplement parce que moi, dans mon village, mes pères n'ont pas vendu les terrains à Biémassi. Je vous parle de 30 hectares d'expropriation. Tout le cancique de Biémassi est posé sur les terres de mes grands-parents. Et je vais vous dire quelque chose qui m'habite et qui me fait souffrir. Ma grand-mère dont je porte le nom, la mère de mon père, elle est enterrée là où se situe le marché de Biémassi et sa tombe a disparu. Alors, on commerce sur ses restes et il n'y a personne. On n'a jamais retrouvé sa tombe, tout simplement parce que quand elle est décédée, ses enfants étaient petits et personne n'a pu encadrer cela et ses restes sont là. Et on commerce tous les jours sur ces restes. Et on ne peut ne pas parler de ces problèmes-là parce que les gens vont venir s'asseoir et dire qu'on fait du tribalisme. Non, ce n'est pas du tribalisme. Nous, à Yaoundé, nous sommes ce qu'on appelle les Tchungimbala. Les Tchungimbala, ce sont précisément les Mvogada, les Mvogbeti, les Mvogatemung, les Mvogbi et les Mvogeban dans l'hôpital général. Voilà les autochtones de Yaoundé.
Nous avons accueilli le peuple du Cameroun. Et le Cameroun, à Yaoundé, à Yaoundé, même si la capitale du Cameroun était située à Maroua, les populations de Maroua allaient subir la même pression foncière que les populations de Yaoundé subissent aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de certains problèmes, moi, je voudrais qu'on ait un minimum d'honnêteté, qu'on ne soit pas en train de les balayer du revers de la main, comme si les gens qui en parlent. Alors, vous voyez, moi, vous ne me verrez jamais sur les tableaux où on parlait de la chambre du commerce, ou qu'on parlait d'un certain nombre de choses, parce que je ne suis pas une suprémaciste. Je voudrais qu'on parle de ces problèmes-là de manière apaisée, mais qu'on considère la souffrance et les revendications que les personnes peuvent vous poser avec beaucoup de calme. Et qu'on ne soit pas en train de faire comme si les autres, quand ils posent certains problèmes, ils sont fous ou alors ils sont dans le regret parce qu'ils ont mangé de l'argent et aujourd'hui ils veulent revenir, remanger parce que j'entends ça. Oui, vos parents ont vendu des terres et aujourd'hui vous voulez vous lever pour venir dire que non, tout le monde n'a pas vendu. Donc, allons-y avec ce problème. Quand on veut le poser, posons-le et n'essayons pas de dire « oui, c'est l'UNC, UPC, l'UNC, RDPC ». C'est plus grave que ça. Le problème se situe au niveau des lois. Et quand on parle des lois, les qui ont voté les lois, l'UNC, c'est l'héritage que nous avons reçu. Et aujourd'hui, la question foncière, c'est la première question qui doit être posée sur la table si on veut parler d'un Cameroun apaisé. Voilà ma contribution. Ne venez pas avec cette histoire faire un peu comme si nous sommes en train de jouer. Je vais réagir. Je voulais faire émotion. Je pourrais faire émotion d'abord, s'il vous plaît. Non, parce que c'était même pas le sujet. C'est ça. Je veux juste. Pas le sujet. Je veux faire émotion. Nous parlons de nos héros nationaux et ZKP vient nous justement opposer, en tout cas imposer le sujet sur les titres fonciers. Donc nous restons sur nos héros nationaux. Et puis c'était un peu... Pas un problème, je voulais faire juste une chose. Non, attends, donne-moi une minute, pardon. Parce que... Ok, vas-y mon frère, vas-y. Au fait, ici, elle a raison de poser le problème, mais sauf que nous, on ne parlait pas de ça. Nous, on parlait des... ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des gens, et là j'ai dit à Roxane parfois, c'est même nos communautés, et j'ai même indexé en disant que ce sont même parfois nos frères de l'Ouest exagèrent en disant qu'ils ont acheté. J'ai dit il y a des gens qui n'ont pas acheté, j'ai commencé par dire ça. Et moi je suis persuadé que les terres que, si je prends les Erundo ont donné, je sais pas, c'est pour ça que j'ai parlé des grands-parents, des arrière-grands-parents, pour certains cas, ils ont donné des terres. Mais les terres qu'ils ont données, je veux dire que ce n'est même pas ça qui devait être le problème. Il y a, au niveau de Yaoundé, tu as parlé par exemple du marché, je pense que c'est l'État, enfin je pense pas que c'est un marché privé. Je sais qu'il y a l'État qui a pris des terres, notamment tu as parlé du Kansi. Je sais par exemple qu'il y a l'Église catholique qui a aussi pris des terres. Donc ça, c'est un véritable problème. C'est au-delà même d'un individu. Nous, ce dont on parlait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'on a tué les gens dans le monde où on a arraché les terres. Et c'est pour ça qu'on disait que les Rwandais étaient bandits. C'était plus là le débat. Et puis j'ai pris cet exemple... Le propriétaire terrien du Cameroun, c'est l'Église. J'ai pris cet exemple pour montrer que effectivement il y a certains bêtis qui avaient donné. Donc ça allait même dans votre sens. Pour dire qu'il y a des cas où on avait même donné aux gens. Donc il ne faut pas que les gens viennent toujours dire qu'ils avaient acheté. Elle est partie? Non, elle est là. Ah oui, d'accord. Donc moi j'allais... Là, je vous écoute. Voilà, donc j'allais dans votre sens en disant que tout n'a pas été acheté. Et maintenant, comme tu dis, ce problème qui est là, il va falloir le gérer, parce que si quelqu'un ne sait pas où se trouve la tombe de son père, de ses parents, s'il y a des terres qui ont été accaparées, c'est ce que je disais l'autre jour, je disais que les Douala qui se plaignent par exemple, qu'il y a telle personne qui a pris la terre, telle personne qui a pris la terre, ils ont tout le plateau Jos qui a été arraché par les Allemands et que l'État camerounais a pris. Mais normalement, ça devrait leur donner des rentes.
J'avais parlé de ça ici il y a quelques jours. J'ai dit, par exemple, que dans le Mungo, on parlait des terres qui ont fait ceci, les terres qui ont fait là. Voilà, PHPK, 4500 hectares. C'est toujours les terres d'Imbo, non? Qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce que l'État camerounais fait pour que l'Imbo puisse avoir quand même quelque chose, même si on dit que les gens étaient venus, on a pris les terres, on a fait ceci. Donc pour moi, c'est la même chose. Moi, quand tu parles comme ça, je ne peux pas être contre. Moi, je ne suis pas en train de dire que les gens avaient acheté. Non, je suis persuadé, et j'ai pris un exemple chez moi. Maintenant, la vieille personne qui avait donné le terrain à mon frère, et que mon frère quand je dis qu'on lui avait donné, parce que moi je sais que je connais l'histoire, l'argent qu'il avait donné, ça ne correspondait pas à ça. Mais après, lorsque ses petits frères ou bien ses petits-fils sont venus plus tard, ils ont dit que non, c'est pas normal, tu ne pouvais pas voir comme ça. Ils ont pris une partie. Et ça, on n'a pas nié. Donc oui, tu as raison. Est-ce que tu veux qu'on te dise, tu as pas tort dans cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens soient apaisés lorsqu'on parle de la question foncière. Et moi, je suis persuadé que si on regarde bien à la loupe, l'État et la mafia des élites est à l'origine de ce problème-là. Ça, c'est très facile de pointer le doigt sur d'autres personnes. Elle vient de dire là maintenant, quand tu dis d'autres, la dame vient de parler du Kansi, elle vient de parler du marché. Quand vous dites pointer sur d'autres, vous dites, elle vient de parler, elle n'est pas loin. Oui, je ne parle pas de ce que tu es en train de dire, je vais dire simplement quoi. Si on a ce qui s'est passé au niveau du marché du Kansi, ce ne sont pas des populations civiles qui sont allées enlever ces terres. C'est un plan de bandisme qui a été organisé par le gouvernement. Parce que mon problème, en fait, c'est quoi? Mon problème, c'est qu'on pointe un problème qui est réel, le problème foncier, mais on a des victimes, on a des cibles, on a des personnes toutes ciblées vers lesquelles on veut diriger ce problème. Et là, ça biaise d'office le problème qui est un problème réel, le problème foncier. Mais moi, quand j'ai pris la parole... S'il vous plaît, je peux intervenir, s'il vous plaît, parce que j'ai... Monsieur Fénot, moi, je n'ai pas accusé une population, hein. Je pense que j'ai terminé en disant que le problème est au niveau des lois. Et quand je parle de la loi, je ne parle pas c'est pas une communauté qui écrit la loi. Hein. Non, là, tu as raison, tu as bien parlé comme ça. Je ne parle pas d'une communauté. Hein. En fait, là, on se rejoint. Vous n'entendrez jamais dire que les Bamileke sont venus prendre le terrain chez moi. Je vous parle d'expropriation. Expropriation, ça part de... C'est comme... le terme consacré, c'est expropriation pour cause d'utilité publique. L'utilité publique, c'est quoi? C'est prendre le terrain pour construire un hôpital, pour construire une route, pour construire une école. C'est ça l'expropriation. Mais pour le cas de Biémassi, Biémassi a été exproprié pour faire une opération commerciale, pardi. Est-ce que vous vous rendez compte que Biémassi particulièrement, c'est un quartier qui a été créé, c'est le premier quartier de Yaoundé par exemple, où les rues ont des noms, les maisons des numéros. C'est une opération commerciale menée par la Maïture, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. C'est un établissement de l'État. Et alors, ils ont exproprié des autochtones pour vendre leurs terres. C'est de ça que moi je parle. On n'est pas contre le fait qu'on soit venu construire l'hôpital de Biémassi, encore que l'école publique de Biémassi qui est adossée à la mairie, c'est un don de ma famille à l'État camerounais à dire, voilà, on vous donne le terrain, s'il vous plaît, venez construire l'école dans notre village. Parce que n'oubliez pas, Yaoundé capitale, mais c'est d'abord le village des gens. Non, mais écoutez, je ne comprends pas où se situe le problème. Je ne comprends pas exactement où se situe le... Mais non, toi-même, on dit que quand c'était ce terrain, il y a les gens qui viennent occuper son espace et l'État ne fait rien. Non, c'est l'État, elle dit que c'est l'État qui récupère à des fins publiques. Ouais, oui, voilà, c'est du vol, c'est du vol. J'essaie de placer un peu de plus. Ça va de ne pas comprendre. C'est du vol. En fait, c'est un appui de pouvoir. Mais bien que c'est du vol, le régulateur,
c'est l'État. Mais elle est en train de te dire donc face à l'État, elle fait comment? Elle n'a pas les forces. C'est ça que je veux dire. L'État, elle fait comment? Mais l'État, c'est l'État, il est propriétaire de toutes les terres. Non, nous allons refuser ça. Nous, le peuple, on ne doit pas accepter des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu de dédommagement? Est-ce qu'il n'y a pas de dédommagement? Il faut qu'on nous dise. Mais jamais, monsieur. On l'a dédommagé et puis je elle vais vient vous nous expliquer ce qui se passe. Je vais donc vous expliquer. Moi, je dis jusqu'à mon dernier souffle. Je dis, mes pères, ils étaient 5. Jusqu'à mon dernier souffle, je parlerai de ce problème. Et je parle du problème de l'État. Et je parle aussi en même temps du problème des mouvements migratoires où des gens, l'État a laissé faire. Tout simplement parce que eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font, parce que, comment je vais dire, la puissance publique sait ce qu'elle fait. Donc, lorsque des individus le font aussi, l'État regarde les choses de la même manière. Voilà le problème. Non, madame, l'État ne regarde pas de la même manière. Je vais vous expliquer. On a deux procédés. L'État, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut procéder à l'acquisition d'un terrain pour utilité publique et normalement, la loi prévoit que même quand c'est fait dans ce cadre-là, l'État doit indemniser les propriétaires terriens à qui elle dépossède les terres. Mais sauf non, alors moi je vais te dire, si on avait indemnisé la famille... Vous m'avez pas suivi. J'ai dit normalement. Écoute, je n'ai pas fini. Laisse-moi finir. J'ai bien dit normalement. Je n'ai pas dit qu'ils ont dédommagé. J'ai dit que la loi prévoit que quand l'État veut faire une œuvre à utilité publique, elle a choisi un site, elle envoie ses représentants identifier le site, on fait un récap de tous les gens qui sont sur le site, on les dédommage, je dis bien normalement. Sauf que l'État, en général, le fait, parfois le monde donne l'argent qui n'arrive jamais aux propriétaires. On va prendre le cas de Dikolo, par exemple, que Elumbi Lobet défend dernièrement, là, qui a fait beaucoup de bruit à Douala. Il y a eu de l'argent qui a été donné en amont. Les chefs ont pris l'argent pour manger, n'ont pas donné aux populations. Bien que ce n'était même pas pour une utilité publique. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est que l'État, les villes Yaoundé, Douala, Bafsam un peu, Garoua, Bamenda, Ngaoundéré et Mawa, Boya, et on va dire Ebolova. Les chefs de région, vas-y. Voilà, c'est des villes qui ont une pression démographique. C'est-à-dire que comme c'est des villes commerciales où l'activité est plus florissante, les gens sortent de partout pour venir là. Du coup, l'État devait réguler en se disant que, ok, j'ai une ville, je dois pouvoir limiter la ville. Et les niveaux entrants, en fonction de leur arrivée, les situer peut-être en périphérie, comme tu vois par exemple en France ou aux États-Unis ou en Belgique où tu habites. Mais sauf que notre État ne le fait pas. Et justement, utilise cette pression-là pour créer des postes de corruption. Mais c'est ça que... je dis, tu comprends pourquoi j'essaie de dire que... Sauf que ce qui dérange souvent, c'est que... L'État laisse faire, même quand ce sont des individus. Je vais vous prendre un exemple ici. À Washington, D.C. Washington, D.C., c'est comme, on va dire quoi? C'est comme Chinga. Washington, D.C. Tu vois, Chinga, n'est-ce pas? Chinga tout petit comme ça. C'est ça, Washington, D.C. Hein? Mais il y a quand même des terres. Qu'est-ce que la mairie fait ici? La mairie identifie les terres qu'ils appellent inclusionary zoning. C'est-à-dire qu'ils identifient les terres et ils veulent que des promoteurs immobiliers viennent construire. On vous invite à la mairie. On vous dit que okay, voilà les sites qu'on a identifiés, par exemple des maisons abandonnées, des townhouses abandonnées, des petites portions de terre. On dit qu'on veut que vous construisez là-bas. Voilà le plan. La mairie vous donne le montant, mais la mairie va subventionner pour vous. Mais si vous construisez là-bas, il faut que les maisons, par exemple, soient des appartements de 3 chambres, de 4 chambres, parce qu'on veut que le plus de monde y vive. Ça, c'est la mairie qui vient. Ça, tu ne peux pas venir sortir de nulle part. Tu viens faire ce que tu veux. Or, chez nous, l'État a abandonné et les agents de l'État se sont transformés en mafieux. Ils passent par derrière, récupérer l'argent. Et toi, tu sors peut-être du nord, de Bayangam, de Bana, de Bafan, de Bokito, de Wim. Si tu as l'argent, on te dit que non, on va un terrain à Bokolo. N'est-ce pas, tu vas l'acheter. Tu peux acheter. Alors, moi, je voudrais entre-temps, en train de déposséder peut-être quelqu'un qui est autochtone, qui a toujours vécu. Alors, moi, je voudrais dire, c'est ça que je suis en train de dire. Je voudrais dire que, pour le cas de Biema, si mon frère a demandé en bas si la famille était indemnisée.
Que dit précisément la loi dont parle mon frère au-dessus là-bas? La loi dit que lors d'une expropriation pour cause d'utilité publique, l'État se doit d'indemniser les ayants droit à hauteur de 30% des terres préemptées. Exact. Soit donc en numéraire, c'est-à-dire qu'en cash flow, soit en foncier. C'est-à-dire que, pour faire simple, bien si on prend 30 hectares, 30% de 30 hectares, ça fait 9 hectares. Soit donc on vous rétrocède, c'est-à-dire qu'on vous rend 30 hectares sur le même site, soit on va vous donner un site équivalent ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir vous prendre le terrain à Biémassi, on va vous donner 9 hectares à Ebomzout. Et puis on dit qu'on vous a donné la même chose, puisque le mètre carré à Ebomzout ne coûte pas le même prix que le mètre carré à Biémassi. Ils doivent s'arranger à faire en sorte que la rétrocession, si elle est foncière, qu'elle soit d'égale valeur à ce qu'on vous a pris. Ou alors si on vous prend, on donne en argent, on regarde ce qu'on appelle la mercuriale, qui est le prix du mètre carré dans une zone spécifique. Par rapport à date, quoi. À date. Voilà, à la date, la mercuriale à la date, et on vous indemnise de cette manière-là. À Biémassi, donc, ils avaient fait le choix de faire ce qu'on appelle une rétrocession. Vous savez ce qui s'est passé? C'est moi qui suis allé découvrir ce truc-là. Je découvre que cette rétrocession a eu lieu. Je suis allé la découvrir en 2016. Et là, moi, je vous parle des choses qui se sont passées sous Aïdjo. Parce que, oui, Biémassi, c'est sous Aïdjo. Oui. Biémassi, c'est 1979. Wow. Voilà, j'avais 3 ans. Et je découvre ça en 2016, qu'il y a eu effectivement rétrocession. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais informé notre famille de cette rétrocession. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les employés de la Maïture qui avaient le dossier dans la main, ils savaient que mes pères, personne ne travaillait à la Maïture pour être au courant du dossier. Ils ne sont jamais venus informer la famille. Ils se sont mis à revendre les 9000 mètres carrés. Et dans les 9000 mètres carrés, justement, il y a la superficie du marché de Biémassi. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la grosse bataille, quand on vous parle, la grosse bataille aujourd'hui, c'est de dire que ma famille à moi, contre l'État du Cameroun. Et moi, jusqu'à mon dernier souffle. J'ai d'abord j'ai même 2 questions avant de renchérir sur ce que Charlie a dit. Vous avez raison, hein, mais pas totalement. Est-ce que ces biens-là, est-ce que ces terrains étaient viabilisés? Première question. Mon grand-père seul, mon grand-père avait une cacaoyère. Et c'est pas en l'air qu'on a choisi le site du marché de Biémassi, la zone du marché de Biémassi. Toute cette zone, mon grand-père avait une cacaoyère qui faisait à peu près 14 hectares, mon grand-père. Dans la cacaoyère, il y avait des zones viabilisées, c'est-à-dire, oui, alors, si je comprends bien, il y avait justement une plantation, c'est ça? Oui, c'est ça l'exploitation. Ils ne pouvaient pas construire des maisons. Est-ce que vous aviez, ou alors est-ce que vous avez des titres fonciers? Non, c'est une mauvaise question. Je vais répondre à ta place. C'est une très mauvaise question. Je vais te dire pourquoi. Mais Roxane, toi, tu dis Roxane, c'est une mauvaise question. Je vais te dire pourquoi. Attends, je sais pourquoi je pose cette question. Je sais pourquoi tu poses la question, mais tu ne devrais pas la poser. Tu ne devrais pas poser cette question. Non, tu ne devrais pas la poser. Tu ne devrais pas la poser parce que...
la mission de protection de tête des autochtones. Je vais situer l'État et l'individu. Vous allez comprendre. Non, laisse tomber. Non, le problème, c'est que tu poses le problème. Je vais te dire personne, parce que là, nous parlons de le problème ne se pose pas à ce niveau, Roxane. Non, si par exemple, je vais te dire... Non, tu ne peux rien justifier parce que sur la base, nous parlons de peuple autochtone. Je ne justifie pas. Je te dis que ta question, j'ai compris où tu veux aller. Attends, Roxane. Le problème, c'est de dire que l'État est le village. Non, dans mon village, Roxane, ton problème, c'est de dire que l'État est le propriétaire de toutes les terres. Ce n'est pas faux. Le titre foncier, même que quand même tu as un titre foncier dans la main, tu verras, si tu as déjà eu un titre foncier, toi, tu verras que sur un titre foncier, c'est écrit copie. C'est même pas vrai. L'État n'est pas propriétaire. C'est la preuve même que... Attendez, c'est là où moi je voulais d'ailleurs commencer. C'est là où je voulais commencer. Oui, d'une part, l'État est propriétaire de toutes les terres, mais, je dis bien mais, parce que j'ai entendu parler d'indemnisation et tout. On n'indemnise pas n'importe où et n'importe comment. Il faut bien comprendre la notion. Tu te doutes bien, Roxane. Roxane, tu te doutes bien, bien pour apporter un peu de lumière, si ça va éclairer. Moi, j'ai fait des études de droit dans ma vie uniquement pour venir moi-même travailler sur ce dossier. Tu comprends ce que je te dis? Donc, j'ai fait des études de droit pour entrer dans ce dossier. Je te parle d'une chose qui s'est passée, j'avais 3 ans. Mon père est décédé, j'avais 17 ans. Je suis allé faire des études de droit, uniquement pour comprendre le droit de mon pays et pour pouvoir parler de ce dossier clairement. Donc, quand tu vas venir dire qu'on n'indemnise pas... Tu es venu sur ce panel, Z, tu es venu sur ce panel. Pourquoi tu es sur ce panel? Tu es là parce que chacun peut donner son avis, ça pourrait aider. Mais je voudrais justement te dire que l'avis que tu veux donner, la question de on n'indemnise pas n'importe quel endroit, elle est déjà évacuée tout simplement. Ce que tu dis est vrai. Je ne te coupe pas la parole. Permets-moi de situer ça, s'il te plaît. Alors, après avoir dit ça, après avoir dit que l'État n'indemnise pas n'importe où, et n'importe comment. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'au Cameroun, il y a même des propriétaires terriens. C'est-à-dire, ils sont là depuis des générations. Mais selon le plan d'urbanisation ou selon le plan justement de l'État, c'est vraiment très opaque. Ce qui fait que tu es même propriétaire terrien, tu vas demander un titre foncier, on te refuse le titre foncier. Parce que l'État est le régulateur, il décide s'il peut t'octroyer un titre foncier, bien que tu es sur cette terre depuis des générations. Il faut le savoir. Ça, c'est d'abord un premier pan. Deuxième pan, c'est quoi? C'est que quand l'État, une fois sait que... Tu n'as pas dit la chose jusqu'au bout. Expliquer comme ça, là, tu ne dis pas. Il faut bien, si tu as décidé de parler de cette chose-là, dis-la bien. Pourquoi est-ce que l'État va te refuser un titre foncier? L'État te refuse un titre foncier parce que la parcelle sur laquelle tu vas demander un titre foncier est déjà admise dans un plan d'urbanisation dans laquelle l'État prévoit déjà de faire. Mais là-dessus, parce que je te dis que j'ai et rajouter même encore d'autres. Et là-dessus, la chose qui est différente, c'est que les populations ne savent pas que lorsque tu arrives pour demander un titre foncier en tant qu'autochtone et qu'on t'informe que l'État a pris cette terre-là pour construire je ne sais pas quoi là-dessus. La question qu'il faut poser, et ça peut aider beaucoup de Camerounais ici, si quelqu'un t'informe, l'État a prévu quelque chose sur cette terre. Si l'État a prévu de faire quelque chose, l'État n'informe le plan d'urbanisation de l'État reste propriété de l'État. Roxane,
lorsque l'État prévoit, écoute le plan bien. d'urbanisation de l'État reste propriété de l'État, c'est d'où? Non, mais Roxane, tu es en train de te tromper. On te ramène à la raison, mais tu veux faire les choses. Bon, ce n'est pas vrai ce que tu es en train de dire là. Roxane, lorsque l'État écoute-moi jusqu'à la fin, l'État fait une expropriation pour cause d'utilité publique. Elle a 24 mois, pas un jour de plus. Pour réaliser le projet. Pour commencer la réalisation du projet. Et c'est pour ça que vous allez donc voir que dans certains endroits, lorsqu'ils ont déjà pris les terres, ils viennent poser la première pierre et disparaissent. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont posé la première pierre là, les premiers propriétaires ne peuvent plus récupérer les terres. La pose de la première pierre est considérée comme début d'exploitation de la terre, de l'espace. Lorsque l'État a exproprié une communauté ou une personne physique, il a 24 mois jour pour jour pour utiliser cette terre-là. Passé 24 mois, l'expropriation devient caduque. C'est-à-dire qu'elle est nulle. Retenez bien ce que je vous dis. Vous pouvez avoir des cas comme ça là dans vos villages ou dans vos zones. Attends, je ne te coupe pas. Ce que je suis en train de dire, et je dis même ça à Roxane et à tous ceux qui sont là, c'est une mauvaise loi. Et si un jour on arrive au pouvoir, on va casser ça. Nous savons ce n'est pas. Non, c'est pas. Non, je dis que ce n'est pas l'État. Je dis qu'on va casser ça. Justement, c'est ça qui crée des frictions au Cameroun. L'État n'est pas propriétaire des terres parce que les communautés sont antérieures à l'État. Je ne peux pas accepter ça. Le régulateur. Dis non. Non, ce n'est pas vrai, Roxane. UPC, sans te couper même UPC. Mettez ça dans la tête. Il y a une seule chose qu'il faut même retenir. Mettez ça dans la tête. On va casser ça. Vous savez, dans certains pays, on a dit l'État était régulateur. Des années après, on a repris les terres, on a remis aux gens. L'État ne peut pas être régulateur des terres des gens. C'est ce qu'on a fait à la vallée du Thème. Ça a créé un peu. Là où est construit le stade Olembe, on va casser le stade pour remettre à la population Olembe qui n'ont pas été. Il n'est pas arrivé quand on casse aux États-Unis, on a créé un pipeline là, il y a un pipeline qu'on a failli déplacer. On va casser ces routes. On peut casser, oui. Pourquoi tu parles comme ça? On ne casse pas, on indemnise. Même s'il faut casser. Je te dis non, Roxane, ça ne fera jamais, je te dis que ça ne jamais l'État, l'État n'est pas propriétaire des terres. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que ce qui va se passer, parce qu'on peut parler dans le Noun, je prends le cas du Noun, on ne peut pas aller dans le Noun dire que l'État est propriétaire, on fait ce qu'on veut. Non. Le problème qui se passe à Yaoundé, c'est que les chefs de premier degré sont faibles. On les a dépouillés de leur force. L'État ne peut pas toucher les terres sans se référer aux chefs traditionnels. Mais bien sûr. Ok. Et ça s'est passé dans le centre. Et ça se passe encore. Il y a eu un problème à la vallée du Thème. Ça fait un tollé général. Et heureusement que les enfants de la vallée... Je peux ramener un peu d'eau dans ton verbe. En fait, ce que tu dis, je partage 100% ce que tu dis. Pourquoi? Ce que tu dis, je partage 100%. Pourquoi? Parce qu'avant, les terres que vous voyez que nos continents, bien nos communautés ont là, ils faisaient la guerre pour les avoir. N'oubliez jamais ça. C'est-à-dire que tu vas aller voir les Bana et les Bangou faire la guerre pour avoir un morceau de terre. Donc quand ils ont déjà pris ces terres-là, l'État ne peut pas venir dire le lendemain que c'est pour l'État. Personne ne va accepter ça. Donc, c'est juste pour ajouter ce que tu disais, UPC. Non, UPC, j'ai rapidement ajouté quelque chose aussi. Il y a un principe au Cameroun, on appelle l'abandon de droits coutumiers. Si toutes les terres appartenaient à l'État, pourquoi on fait l'abandon de droits coutumiers? Mais vous rigolez, mais je ne sais pas. Bon. Non, ce n'est pas la rigolade. Je suis contre cette pratique. Hein. Moi, je peux déjà vous dire tout de suite, je suis contre. Ça ne changera rien. Je veux dire que si tu es... Écoute, non, Rossane, je vais te dire clairement. Si tu es du MRC, et que cette loi-là, vous pensez arriver au pouvoir et maintenir cette loi, vous ne viendrez jamais dans mon village. Non, moi, je suis contre. Non, ça... Je viens de te le dire,
je suis contre. Je suis tout simplement en train d'apporter, comme j'ai dit, je suis simplement en train d'apporter la petite lumière, peut-être que là où vous n'avez pas éclairé. Non, on commence d'abord par dire qu'on est contre, on dénonce maintenant avant de dire que c'est l'État. C'est parce que moi j'ai perçu tout à l'heure, Roxane. Même au Cameroun, même maintenant, comme vous avez beaucoup parlé, moi aussi. Non, laisse que je m'explique. Les Cameroun sont construits sur les terres des gens. Laisse que je m'explique. L'État a déjà indemnisé toutes ces familles-là. Non, ça ce n'est pas la bonne question à poser. La question est... Pour autant d'éclairage, par exemple, sur la position du MRC. Le MRC est très clair dans le problème de terre. Déjà, ça dit qu'il est anormal. On dépossède des gens de leur terre. Pour le MRC, même s'il s'agit de faire des projets de grande envergure, si on cible une zone, l'idée est d'aller discuter avec la communauté et que la communauté utilise la terre comme sa part d'action dans l'activité qui doit être développée dans leur coin. Voilà par exemple une proposition que le MRC a émise. C'est-à-dire que, imaginons que quelqu'un veut développer un champ de, je sais pas moi, de canne de sucre avec des betteraves. On dit qu'on trouve l'espace peut-être dans l'Union Ekele. On va vers l'Union Ekele, on dit ok, cette communauté-ci c'est peut-être des Mbatibo. On dit ok, les gars, on pense que l'espace-ci, avec le concours de l'État, on sélectionne l'espace. Toutes les personnes qui sont dans cet espace, on considère que si c'est, je dis n'importe quoi, 10 000 hectares, c'est la participation de la communauté dans cette entreprise-là. Oui, ça se passe comme ça en Malaisie. Voilà, exactement. C'est ce que le MSC propose. Ça, c'est juste. Ça, c'est ce que le MSC propose. Vraiment, il ne faut pas. Ici, ces gens n'ont toujours pas été. Le problème de terre, je vais parler aussi un peu, UPC, s'il te plaît. Non, voilà la proposition du MSC. Non, depuis, je suis en bas là, s'il te plaît. Je suis là avant toi. Non. Je suis descendu. Je suis là depuis. Je suis descendu. Je suis là. Non, je suis là depuis. Ça fait 4 heures que je suis là. Ça fait 4 heures que je suis là, quoi. Donc, crois-moi, je suis descendu tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi on m'a fait descendre, mais je suis là depuis au moins 4 heures. 4 heures, Landry, tu viens de remonter. Non, je dis, justement, je suis descendu tout à l'heure, je ne sais pas qui m'a fait descendre. Il faut parler comme ça. Donc, allons-y, je vais rapidement. Madame, ce que vous venez de dire là, vraiment, moi particulièrement, ça me fait très mal au cœur, et je vous demande d'être très forte. Ça, c'est une grosse injustice, quoi. Et franchement, je vous encourage dans votre bataille, je vous encourage pour qu'un jour, votre famille soit rétablie dans son droit. Cela étant dit, je vais vous dire clairement, qu'on ne vous dise plus jamais que toutes les terres appartiennent à l'État, c'est faux. Même avec la loi actuelle du foncier au Cameroun, toutes les terres n'appartiennent pas à l'État. Ok? Toutes les terres n'appartiennent pas à l'État. C'est pour ça que si un chef traditionnel n'a pas mis sa signature dans une procédure, que ce soit d'expropriation, que ce soit de domaine d'utilité publique, que ce soit d'abandon de droits coutumiers en vue d'avoir le titre foncier, il n'aura pas de titre foncier. Et j'ajoute même, mon frère, que même en cas de concession foncière, c'est-à-dire que c'est l'État qui vous donne les terres, par exemple, pour des grands projets, on demande la signature des chefs coutumiers. Les chefs, oui. Un domaine, justement, ça, c'est pour ceux qui expliquent qu'on dit que la loi est mauvaise. La loi n'est pas si mauvaise, même si même si on peut améliorer. Non, la loi n'est pas tant mauvaise que ça. Elle n'est pas tant mauvaise que ça. C'est l'application surtout. Travestissent la loi. Rappelons que c'est le gouvernement que tu soutiens. Bien évidemment, la loi n'est pas mauvaise. C'est le gouvernement que je soutiens. Ça, tu vas toujours faire la politique comme quand on parle des choses. C'est le gouvernement que je soutiens, mais quand ils font ce qui n'est pas correct, je ne dois pas me dire que c'est correct parce que je suis biaïste. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir là-bas, quoi. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, madame, le domaine du JT public, vous avez entièrement raison. Première chose que les gens ne savent pas dans les DUP au Cameroun, si les chefs traditionnels, dans la commission de mise en place d'un domaine d'utilité publique, les chefs traditionnels doivent être obligatoirement représentés. Et tant que les chefs traditionnels n'ont pas signé, il n'y a pas de domaine d'utilité publique au Cameroun. Première chose. Donc, mon point était tout simplement de balayer d'un revers la main la notion selon laquelle toutes les terres appartiennent à l'État. Si on ne ferait pas appel aux chefs traditionnels et on les mettrait... Non, les terres sont catégorisées en 3. Tu as la propriété privée. Oui, ça c'est celle qu'on connaît déjà. Je dis toutes les terres. Okay. Là, on parle de la même chose. Parce que tout à l'heure, il y avait Roxane a dit que toutes les terres appartiennent à l'État du Cameroun. Non. C'est faux. Donc, vous avez le droit, parce qu'elle a voulu encore dire, en disant, est-ce que vous aviez le titre foncier? La dame se retrouve en train de s'expliquer avec le cacao. Vous n'avez pas besoin que soit un terrain. En tant qu'autochtone, dès lors que vous exploitez,
je vous arrête même si c'est non exploité, même si c'est la brousse, même si c'est les arbres qu'il y a là, ça ne veut rien dire. On parle de terrain bâti, non bâti et consort. Lorsqu'on est très loin devant, lorsqu'on est en train de valider, ça c'est très... On parle de terres coutumières. Vous avez besoin de... Vous demandez à un villageois qui est né quelque part dans son village, c'est le terre de ses grands. Non, mais quand j'ai posé la question à savoir si ces terres étaient viabilisées, ça n'aide en rien. Tu ne peux pas prétendre 4000 mètres carrés, 4000 hectares ou 4000 mètres carrés sans avoir ni un document, ni vraiment une preuve de viabilisation de ces terres-là. En ce moment, la loi du Cameroun... tu passes pour un pantin. Non, il n'y a aucun document. Laissez-moi parler. Comme les enfants nés en 1904. Je te dis, tu es dans quelle année? Des affaires... Vraiment de Dieu. Je dis bien, madame, je suis d'accord avec vous parce que la loi, lorsqu'on parle de la loi coutumière au Cameroun, il n'y avait pas de document. Un papa a toujours grandi là, son grand-père a grandi là. L'administration n'est arrivée que dans les années 60. Vous pensez qu'avant ça, qui ne savait pas qui... Vous savez que vous ne croyez pas que dans les villages, les gens avaient les délimitations de leur terrain. Vous voyez que c'est le blanc qui est venu délimiter les terrains. Donc, madame, je chute un peu là. Madame, votre combat est noble, vous avez entièrement raison. Si ce n'était la mafia qui est au Cameroun, vous serez et continuez, vous allez être dédommagés. Même si ce n'est pas vous-même vos enfants. Madame Z, Landry, vous voyez là, est du RDPC. Il peut saisir, Landry est du RDPC. Ce n'est pas le RDPC ici, ce qu'il dit est vrai. Il peut saisir justement trouver une solution à ce problème. Non, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le président bien, c'est quelques personnes véreuses qui ont profité de leur position. Les gens sont tous véreux aussi, c'est ça le problème. Non, laisse ça. C'est pas faux. Vous êtes tous comme ça, Landry. Oui, bon, là, restons sur le réseau. Encore que là, moi, je veux parler d'un problème de 1979. Paul Biya n'était pas président de la République. Il n'y avait pas le RDPC. Et il n'y avait pas le RDPC. Je vous parle de 1979. Donc, vous ramenez toujours tout à la politique. Donc, il fallait vraiment éclaircir la lanterne des gens ici. L'État n'est pas propriétaire de tous les terres au Cameroun. C'est faux. C'est faux. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir, quoi. Et madame, il n'y a pas de mais lorsqu'on doit vous dire, comme on dit au Cameroun, Asia, il n'y a pas de Asia, mais est-ce que vous avez, il n'y a rien, c'est sans appel, quoi. Vous avez entièrement raison, mais vous avez le droit de récupérer, vous avez droit à votre terre, quoi. Donc, continuez votre lutte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Roxane, elle ne sait pas moi, je compatis sincèrement. C'est maintenant que tu viens de dire. Moi, je compatis sincèrement. Mais la seule preuve qu'elle a là-dedans, le problème avec Roxane, c'est que moi, quand je te parle de Biémassi, je parle de Biémassi comme je parlerai de Bastos, comme je parlerai. Par exemple, moi, je vais t'informer, la famille que je connais personnellement, parce que nous, les autochtones de Yaoundé, on se connaît. La famille qui a été victime de l'expropriation des terres sur lesquelles on a construit le palais des congrès à Yaoundé. Vous savez ce que cette famille est partie découvrir quand le palais des congrès a été construit, il y avait bien une zone, comme on parle d'expropriation, eux-mêmes n'avaient pas de titre foncier. Mais Z, attends un tout petit peu. Parce qu'il y a des personnes qui sont là. Je laisse des personnes qui remontent, mais ils ne parlent jamais. Attends, je finis. Attends, Z. Je vais donner un multimilliardaire. Pardon. Non, t'inquiète pas, je vais te redonner la parole, Z. Si tu me permets de terminer, pour te montrer que il y a des familles qui ont déjà été indemnisées 1 hectare de terrain en plein Yaoundé, au palais des congrès, au palais des congrès, au pied du palais des congrès. Les gars, justement, comme on dit, ceux qui ont été là au moment où on construisait le palais des congrès et qui avaient traité cette question foncière, les gars ont ajouté sur le plan de masse 1 hectare. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont partagés cet hectare, la famille ne savait pas. Le jour où la famille décide, les jeunes, les petits-fils comme moi, décident maintenant de poser ce problème sur la table, on trouve qu'il y a tout un hectare qui leur a été volé. Au jour où je vous parle, l'État camerounais a indemnisé cette famille-là à plus d'1 milliard de francs CFA. Oui.
Voilà ce que je voulais ajouter. Contactez-moi inbox, écrivez-moi inbox. Vous allez réussir. Je vais vous donner quelques contacts, vous allez réussir. C'est le RDPC, non? Même moi, je vais venir avec mon dossier, Landry. C'est le RDPC. Moi, j'ai été victime de cette connerie de DUP. J'ai gagné mon procès contre l'État. Donc, Alors, Kevin, on a encore un état de droit. Kevin est là depuis 5 heures de temps. Il ne parle pas. Je le fais descendre et il demande à remonter. Il ne dit rien. Kevin? Non, mais à chaque fois qu'on essaie de parler, il y a un peu du boucan et du coup, moi, je sens qu'on me donne la parole. Mince. Et tu attends pendant 5 heures. Non, okay, bon, après, moi, je suis en train de travailler aussi, donc ça me dérange pas. Ah ben, alors, tu as la parole. Bon, vous êtes déjà sur le sujet... non, nous, on était sur nos héros nationaux et Madame Z a apporté problème de terre. Oui, bien sûr. Elle a trouvé solution auprès d'un RDPciste. Bon. Voilà, donc le problème est réglé. Oui, bon. Merci là-bas. Merci Landry. Bon. Voilà, il va gérer. S'il fait un genre, tu reviens ici te plaindre. Tu viens nous dire, nous le MRC, on va le cogner. Vous n'avez pas lu. On a ces médicaments, de tente. Je vous ai lu depuis, non? Est-ce que c'est correct? Je vous ai lu depuis. C'est pas des gens là, tu viens ici te plaindre, tu seras Landry. Je vous ai lu. C'est le gars là, tu ne m'as pas Landry. Le gars qui avait la voiture sur son profil, il s'appelait comment? On dit c'est lui. J'espère que tu ne vas pas changer de profil. Hein. Ça va pas. Madame, vous allez réussir. Kondongo, j'ai un cas pareil, on a gagné. Donc, vous allez gagner. Donc, voilà. Donc, Kevin. Oui, du coup, pour revenir à notre sujet, moi j'avais des choses à dire par rapport déjà au fait que vous étiez en train, surtout toi, Roxane, j'ai l'impression que vous étiez en train d'infantiliser un peu l'ex-président Haïdjo, en fait. En voulant dire que non, en fait, il était manipulé, il s'est monté, il s'est descendu. Donc, bon, Boss, lui, il était un peu très, je veux dire, radical en disant que, bon, la dépouille ne devait plus revenir au Cameroun. Bon, mais sinon que, dans le fond, je suis plutôt d'accord avec le fait que le décret de 91 ne devait pas, à mon sens, inclure les nationalistes, les gens qui sont morts, comme les Moumi, le Wandi et le bourreau. Parce que je considère, à mon sens, je considère que les collabos étaient les bourreaux. Ils n'ont pas des gens qu'on manipulait, que les colons manipulaient en fait. Donc, il était radical en disant que la dépouille ne devait plus revenir au pays et tout. Et c'est ça que je pense aussi et là je suis d'accord avec toi, Roxane, quand tu disais que c'est pas une question de la femme d'Haïdjo qui doit décider de faire rentrer la dépouille, non. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se gérer d'État à État, et si ça avait été fait, ou alors si ça devrait être fait, ça doit être une volonté d'État en fait, une volonté entre l'État du Cameroun et l'État du Sénégal. Et si ça n'a pas été fait au début, c'est parce que peut-être il y a eu un décret, peut-être il y a eu des lois, mais il n'y a jamais eu vraiment des velléités des deux côtés, sinon du côté du Cameroun. Donc, c'est à ce niveau que je voulais apporter mon opinion en fait. Ok, merci pardon, j'allais dire merci Landry. Merci Kevin. Alors, multimilliardaire,
Bonjour tout le monde. Bonjour. Et ça me fait vraiment plaisir, surtout quand je vois déjà comment le MSC, le RDPC parviennent à discuter dans la rigolade. Ça fait vraiment plaisir. C'est justement ce type de mentalité-là dont je souhaiterais que déjà les débats politisés soient plus des débats, donc des combats d'idées et non de personnes. Donc déjà c'est ce que je tenais à souligner là. Et je voulais un peu revenir sur le cas particulièrement de l'immigration, parce que tout à l'heure quand l'UPC parlait, j'étais en bas en train d'écouter, déjà par rapport au problème d'où il a mentionné que, bref, il essayait un peu d'éclaircir à l'antenne certaines personnes à ce qui concernait la venue de la population de l'Ouest dans ces zones-là. Moi, je voulais prendre ce cas et expliquer par exemple, moi, parce que moi je suis de l'Ouest et particulièrement je suis baranté, et déjà l'histoire du peuple baranté est plus liée au peuple du Noun, donc particulièrement le Bamoun. Si vous allez bien vérifier, vous verrez que plus de la moitié de la population, du moins du Ndé, particulièrement le baranté, ont des ancêtres Bamoun. Ça veut dire qu'à l'époque, du moins, autant de, je veux dire, les périodes où les populations migraient, parce que il y a à l'Ouest, ça ne fait pas trop de bruit à l'Ouest. Soit peut-être parce que tous ne connaissent pas l'histoire de ces peuples, soit peut-être parce que certains connaissent, mais ils ne veulent juste pas en parler. Sinon, le problème d'immigration, c'est partout dans le Cameroun, même à l'Ouest, on connaît ça. Moi, par exemple, mon grand-père, mon arrière-grand-père, le père de ma mère, lui, il n'était pas balingo. Il venait d'ailleurs. Mais son beau-père qui était mon arrière-grand-père, son beau-père qui était, je veux dire quoi, comment dirais-je, donc le grand-père, mon arrière-grand-père, qui était le beau-père de mon grand-père, le père je dis quoi, le père de ma maman. Si mon grand-père, le papa de ma maman, a été propriétaire dans cette zone particulièrement à Balengo, donc là on dit toujours, c'est parce que justement son beau-père lui avait remis des terres, étant donné qu'il avait épousé. Et pardon, je dis quoi, quand je dis le mari le père de ma mère, pardon. Donc comme il avait épousé ma grand-mère, son beau lui a donné des terres, des hectares de terrain. Le lycée particulièrement de Balengo est sur notre terrain de mon grand-père. Le lycée de Balengo, pour ceux qui sont de l'Ouest, particulièrement Balengo, le lycée de Balengo là, c'est sur le terrain de mon grand-père. Donc il y a eu ce problème à l'Ouest. Nous, particulièrement les Barantais même, la plupart du peuple barantais, ils sont des ancêtres. Moi, chez moi, des deux côtés, du côté de mon père, du côté de ma vieille. Nous sommes de la descendance du peuple bamoun. Et d'une part aussi, les Bantous sont aussi liés au Bafia. C'est une histoire, je vous dis, c'est une histoire, c'est vrai. C'est là. Les Bantous aussi sont liés au Bassa. J'ai même les Bafans, les Bafoussam, il y a plein de peuples qui sont mélangés. En fait, je veux dire quoi, les ancêtres ont juste migré dans ces zones-là. Donc en ce qui concerne les terres et le procédé d'obtention de terres qui se passe dans des régions, les régions autres, à l'instar du littoral, le centre, comme ça, c'est le même procédé qu'il y avait à l'Ouest. C'est pas ça, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est le même procédé. Les gens qui sont propriétaires, qui ont des terres aujourd'hui à l'Ouest, c'est des terres que je veux dire quoi, les ancêtres, du moins, les pères des filles, des femmes qui sont venues épouser, leur ont remis. La plupart n'en parlent pas, mais c'est l'histoire, c'est pratiquement le même procédé. Donc aujourd'hui, à ce qui concerne particulièrement le terre là, moi je dirais que, comme la grande sœur occupation, bref, vous avez tellement échangé là-dessus, je ne sais pas, ce n'est plus nécessaire que je revienne là-dessus. Donc c'est un problème que l'État doit essayer de rétablir. Mais il ne faudrait pas que, comme j'entends souvent sur TikTok, les gens essaient de vouloir poser la responsabilité sur des individus. C'est un problème d'État. C'est l'État qui doit résoudre ce problème-là. Quand je parle d'État, ça veut dire les personnes habilitées, les personnes qui occupent des fonds, qui occupent des postes, qui sont chargés de pouvoir gérer ces cas particulièrement. Ils doivent s'en occuper. Parce que j'ai trop attendu, non, le problème c'est les Bamileke et autres là. Moi je vais prendre un cas simple. À Douala que vous voyez là, moi j'ai vécu près de 7 ans entre Akwa et Bopi. Je peux vous rassurer que la plupart des propriétés terriennes là-bas ne sont pas les gars de l'Ouest. C'est les gars, on les appelle les Biafra, comme on les appelle souvent, les Biafra. Moi je vous le dis. Quand vous prenez kilomètres si traversez toutes les agences de voyage,
jusqu'à la zone où on vend les pièces détachées des véhicules là. Je prends seulement cette zone-là, y compris le marché de Mopi. La plupart des propriétés là-bas, la plupart des propriétés de terre là-bas sont de Biafra. Moi, je ne vous parle pas si je connais. Il y a des terrains qu'on a vendus devant moi là-bas, quand j'étais encore là-bas. Au Biafra et autres là. Donc moi, je n'ai pas laissé aux gens qui veulent, donc qui essaient aujourd'hui de poser la responsabilité sur des individus. Non. Ce problème, c'est un problème que l'État doit résoudre. Parce que moi, déjà, je ne suis pas d'accord. Vraiment. Parce que il y a déjà un problème. C'est que moi, je pense à mon humble avis que dans un pays normal, avec l'alimentation normale, un individu ne peut pas dans une seule ville avoir, je ne sais pas, des terres presque... Je vais prendre un cas simple de certains élites de l'Ouest, parce que il ne faudrait pas que je parle de gens du ouais, je veux parler de chez nous-mêmes. Il y a certains de nos élites là, certains milliardaires. Quand vous voyez seulement dans le littoral, ils ont des hectares de terrain presque partout. C'est pas normal, parce que les trucs comme ça apportent ça qui apporte des frustrations. Et ça c'est l'État qui doit résoudre, parce que le gros problème c'est que les personnes qui sont derrière cette manœuvre-là, c'est des personnes qui sont... Je veux dire quoi, c'est l'État même en personne, moi je dis ça. C'est toutes ces personnes qui sont derrière cette manœuvre-là. Vous allez voir sur un terrain. Moi j'ai vécu une histoire, donc j'étais tellement choqué, tellement dépassé la limite. Vous voyez deux personnes qui ont vendu au terrain, ils ont 2 titres fonciers. Je me suis posé la question à savoir, mais attends, comment on peut vendre le terrain à 2 personnes et les 2 personnes ont le titre foncier? Ce titre foncier à Douala sur la zone de l'aéroport, c'est-à-dire qu'il y a le titre foncier de l'aéroport, ils ont le titre foncier sur le terrain du premier titre foncier. Donc toutes ces choses-là, quand vous partez, pour ceux qui viennent sur le Cameroun, allez dans les tribunaux, vous allez comprendre. Il y a des histoires. Je vous dis que les histoires de terrain, on n'en parle même plus. C'est devenu comme on n'en parle plus. C'est une mafia terrible. C'est une mafia terrible. Donc, ce problème-là, je pense que pour éviter que des personnes... Parce que moi, pour moi, c'est normal. Je ne peux pas accuser ceux qui se plaignent. Parce que c'est tout à fait normal. Il y a certaines personnes qui se sentent frustrées de voir tout ce genre de choses-là. Mais ceux qui doivent réglementer ce problème-là, ceux qui doivent mettre à jour, ceux qui doivent gérer les choses comme il faut, en prenant en considération les plaintes et les pleurs de certains, c'est l'État qui doit résoudre ce problème-là. C'est l'État. Mais en ce qui concerne le problème de l'État lui-même qui est le responsable, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là maintenant, quand c'est l'État lui-même, je ne peux que dire l'État, parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de l'État. Je ne pense pas. La raison pour laquelle je dis toujours c'est l'État qui doit résoudre, même si on sait très bien que ceux qui sont à la manœuvre sont toujours à l'intérieur, mais je ne peux que dire ça parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus qui est au-dessus de la loi, je veux dire quoi, du moins au-dessus de l'État. C'est l'État qui doit résoudre ce problème. Particulièrement le cas que la grande sœur expliquait tout à l'heure par rapport à l'État. Il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre sur ce cas-là. Il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre. Donc tout ça, c'est l'État qui doit réglementer ce problème-là. Mais ce qui concerne l'immigration, parce que justement, moi je vous dis que dans le centre ici, dans le centre, parce que mon oncle, le grand frère l'aîné de ma famille du côté de ma vieille, lui-même il a eu des terres ici. Il a eu des terres ici que c'est les autochtones même qui lui ont remis par rapport à sa service, parce qu'il était commandant à l'époque, commandant de brigade. Il a fonctionné là. Tellement il a servi, tellement il a été, bref, il a été comme un enfant pour eux. Il y a un monsieur là, on les appelle souvent les chefs terre, je sais pas, donc, ils se sentent souvent un nom, les chefs terre. Il lui avait donné une partie comme mon fils. Donc, en fait, j'avais dit que c'était avec joie qu'il lui donnait cette terre là. Mais c'était pas des hectares bien sûr, c'était avec joie, donc pour qu'il s'installe et tout ça, mais c'était avec joie qu'il lui donnait ça. Effectivement, il y a des personnes. Non, je suis en train de dire ceci. À tort ou pas, frère, je peux te poser une question. Moi, mon grand-père, qui n'était pas de Balengo, là, quand je peux que prendre l'exemple sur l'histoire que moi je connais de ma famille. Bon, mon beau-père lui remettant cette terre-là, c'était à toi qu'il lui remettait cette terre. Moi, je te pose une question. C'était à tort. Pourquoi c'était à tort? Tu trouves que c'était à tort à quel niveau? La terre ne lui appartient pas, ça appartient, c'est une terre ancestrale. Bon, je dis, si toi tu es propriétaire de ton terrain, je prends un exemple simple. Si toi tu es propriétaire aujourd'hui d'un terrain et que, je sais pas, ton gendre, je vais dire ça comme ça, ou bien un enfant que tu as vu grandir, un enfant que tu as considéré comme ton propre enfant, il y a plusieurs cas qu'ils ont été propriétaires dans ce sens. Si c'est une terre ancestrale, je ne peux pas, mais si c'est une terre que j'ai achetée. Une terre ancestrale, je ne sais pas comment c'est pas l'enquête.
Ancestral, une terre ancestrale, une terre que le père de ton père, du père de ton père, vous en le jour. C'est ça qu'on appelle la terre ancestrale. Tu ne peux pas prendre une terre ancestrale. Attends, pourquoi ça fait les cadeaux? Je ne sais pas si on ne doit pas tout m'éterniser dessus, mais j'aimerais te poser une question. J'aimerais poser une question simple. Lorsqu'on parle d'immigration, je voudrais savoir la question pertinente que j'avais envie de poser. Ceux qui détenaient cette terre, lorsqu'on parle d'immigration et tout ça, bien avant là, comment est-ce qu'ils avaient fait pour avoir cette terre? Il y a un frère qui a plu. Je ne sais pas si c'est vous qui avez plu, bien c'est le frère d'en haut, il est venu à partir. C'était au prix du sang. Voilà, c'était au prix du sang. Non, c'était pas au prix du sang. C'était pas au prix du sang. Il y a un peu. C'est la migration, tout simplement. On peut bien arriver au prix du lutin. Même que j'aille. Même quand tu gagnais la bataille, tu prenais la terre. Il y a un permis d'aller dans son sens-là. C'était au prix du sang. Vas-y. Voilà. C'était au prix du sang qu'ils obtenaient cette terre-là. Bon, maintenant, je ne sais pas si le sens du mot ancestral, là, je ne sais pas si nous avons la même compréhension de ce sens du mot. Je ne sais pas. Parce que pour moi, une terre que tu as acquis par une guerre, du moins où tu as eu à verser le sang des personnes en face pour pouvoir obtenir cette terre-là. À quel moment cette terre-là à quel moment le mot ancestral doit figurer dans ce type d'obtention des terres-là? À quel moment ça se trouve là? Après la guerre, si tu as gagné la terre, t'appartient. Ah ben. Je ne suis pas d'accord avec. Je dirais donc qu'il y a trop. Je dis pour moi, il y a trop de manipulation dans les mots. En fait, c'est ça. Il y a trop de manipulation dans les mots. Il y a trop de manipulation. C'est ce qui cause tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parfois, à un moment donné, on enlève la responsabilité sur des personnes même qui sont à l'origine de tous ces trucs-là. Moi, je n'ai pas voulu entrer trop dans cette débat parce que vous avez ignoré tellement de choses que je ne pense plus que j'ai besoin d'entrer dans ces choses-là. Mais je dis bien ceci. Ce problème de terre. Oui, pose ta question. J'ai une notion pour toi. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant, à savoir ton beau-père, à travers le mariage, à travers les liens de mariage, s'est vu une portion de terre, ce qui est tout à fait normal. Je reviens sur le Cambo parce qu'on m'a harcelé sur le Cambo tout à l'heure. Et j'ai un document que j'ai envoyé à Boss et j'ai envoyé à Mastra parce que je ne parle pas sans preuve. Je suis un intellectuel qui ne parle pas sans preuve. On dit ici que, juste que tu me donnes ton avis, les Allemands, lorsqu'ils ont commencé à exploiter les terres dans le Congo, avaient besoin de la main-d'œuvre. En majorité, ils sont allés à l'ouest chercher la main-d'œuvre. Lorsque la main-d'œuvre est arrivée, ils devaient bien rémunérer la main-d'œuvre. Se trouvant à court d'argent, a décidé de remettre les terres des autochtones, qu'ils avaient eux-mêmes pris par force, de remettre les terres des autochtones au Bamileke. Au total, 1729 familles Bamileke. Toi, tu es d'accord avec ça? Tu trouves que c'est... Et après, il y a eu des colonisations et consorts. Est-ce que les Mbol ont le droit de réclamer les terres là, ou bien c'est normal que ce soit plutôt ces familles Bamileke là qui soient sous cette terre? C'est à l'État de dédommager les Mbol. À premier aperçu, merci beaucoup. C'est à l'État de dédommager les Mbol. À premier aperçu, ce que j'aimerais dire dans cette histoire, parce que tu as dit quelque chose de très pertinent. Et justement, ce problème du monde là, je voulais me demander au grand frère UPC, pardon, que je vais l'écrire en IB. Parce que moi, j'ai besoin un peu de plus m'enrichir sur l'histoire du monde là. Parce que j'ai tellement entendu des trucs, on a même parlé du génocide et tout le reste là. Bref, je reviens sur ce que tu disais. Ils viennent parler du génocide. Ils parlent de livres, le document, on le connaît déjà. Le document, c'est un PDF. C'est en ligne, tout le monde peut l'avoir là. Arrête de manipuler les gens. Arrête de manipuler les gens avec cette histoire. Ce n'est pas ça. Arrête de manipuler les gens avec cette histoire. Attends, je t'envoie le document. Si tu as dit que tu vas te prendre le livre, tu as fait comme le chat. Je vais t'écrire un email, tu vas m'envoyer. Attends, je t'envoie ça. Parce que moi, j'aime pas même ça sur le... Parce que moi, j'aime pas souvent parler des histoires. Non, Manda, tu sais, actuellement, je t'explique multimilliardaire. Attends que je lui réponds, s'il te plaît. Attends que je lui réponds, pardon. Avant que tu n'en rebranches, pardon. Il ne faut pas qu'il dise ce que tu m'as dit, pardon. Le problème que tu viens de numérer, ce que tu m'as dit. Le document.
C'est un document selon ce que tu m'as dit. Par un docteur. Je connais le document. Okay. Je te dis que je connais le document. C'est un document. Non, tu peux dire que tu as lu ça en l'envers. Moi, je vais prendre connaissance. Si tu permets, on pourra échanger une autre fois dessus. Je vais prendre mon connaissance. Landry, tu dis chacun sa compréhension. Un document écrit par un docteur. Oui. Et c'est un Bamileke. Tu dis bien un docteur. Oui, c'est un docteur. Et ça a quoi comme valeur? Je ne sais pas. Je pense même que le grand frère UPC a dit. Dis-moi, Landry, tu es quelqu'un quand même qui a un la recherche scientifique, la recherche par un docteur qui vient justement et ses références donner qui vient justement attester qu'il y a eu un génocide. Non, il n'a jamais parlé de génocide. Il n'y a pas de génocide. C'est toi qui as parlé de génocide. Il n'y a pas eu de génocide. Non, c'est toi qui as parlé de génocide. Master, s'il te plaît. Bon, allons-y d'abord. Permettez-moi avec lui. Le premier volet, moi, je pense que la centrale de ce problème, premièrement, c'est le colon. Pourquoi? J'explique. Le peuple du Mongo, ils étaient chez eux tranquillement, ils n'avaient pas de problème, ils étaient posés dans le pays, bref, eux, ils n'avaient pas de soucis. Les colons sont venus, ils ont pris les trucs. Je dis, selon ce que tu as dit, je peux déterminer qu'ils ont pris cette terre par force. Je peux déterminer. Et après, ils avaient besoin de main-d'œuvre pour pouvoir travailler dans cette terre-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'ouest. Ils vont déporter des familles et notre peuple qui, à la base, n'avaient rien à voir, n'avaient aucun problème. Ils disent qu'ils n'avaient aucun problème avec leurs frères du Mongo. Parce que nous tous, après tout, nous restons tous Camerounais. Ils partent donc déporter ces familles. Mais les gens du Mongo, mais ils font des Bamileke. Bon, bref, non, je ne vais pas entendre. Je vais se bâtir sur la base. Ils cassent ça. Oui, vas-y. Donc, ils partent déporter des familles, ils les ramènent dans le champ alors pour qu'ils puissent travailler. Et on sait tous qu'en travaillant, selon ce que tu as dit, il devait avoir une numération après le travail. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de remettre en compensation de ce qu'ils devaient remettre, du moins s'il fallait parler, s'il fallait parler en français facile, le salaire, ils ont décidé de compenser ça par des terres. Moi, je dirais les deux parties, particulièrement les gens du Mongo ici de l'Ouest ne sont pas responsables de ce problème. Et comme je disais tout à l'heure, il y a encore une manipulation. Ça veut dire que quoi? Le colon est venu exploiter deux peuples et avant de partir, il a décidé de mettre en conflit. Je ne sais pas si on se comprend. J'aime bien ça, Miadé. Là, m'a donc ajouté le deuxième élément. Le deuxième élément, maintenant, c'est qu'il y a eu un système de cadeaux. D'accord? Il y a eu un système de cadeaux et un système de prêts où, en plus de la transaction entre les colons et les cultivateurs Bamileke, le deuxième problème qu'il y a eu, c'est tout simplement que les Lembo, maintenant étant très gentils, ont dit aux Bamileke qui étaient là que bon, d'accord, on va vous donner quelques terres pour que vous cultivez aussi quand même, puisque vous devez cultiver aussi et pouvoir manger. Attendez que la flamme donne aussi son avis. Ensuite, tu vas parler de ton document. La flamme? Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Ok. Vous voulez que je parle de nos héros? Des héros, bien du génocide, je ne sais pas de ce qui se passe dans le monde. Pardon, tu vas tomber, on va seulement t'attaquer, mon frère, vas-y. Le monde, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parle de ce qui est vrai. Voilà, c'est tout. Le monde, c'est vrai. Il faut qu'on parle de nos héros. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Voilà. Parce que sur beaucoup de panels, on veut laisser croire que l'histoire du Cameroun a commencé sous la tutelle française et britannique. Voilà. Avant ça, il y a eu des héros. Donc il faut souvent retracer l'histoire du Cameroun depuis 1884. C'est là la vraie histoire du Cameroun. Parce que vouloir venir glorifier les gens qui ont lutté pour l'indépendance et ceux qui ont lutté, parce qu'à partir du Wandji, c'était plus la lutte pour l'indépendance. Le Cameroun était indépendant. Ça, c'est la lutte contre le néocolonialisme. Parce qu'en installant Aïdjo au pouvoir, c'est la France qui était toujours là, derrière,
Donc, c'est le début du néocolonialisme. Ça, c'était la deuxième phase de la lutte. Avec Oumyobé, c'était la lutte pour l'indépendance véritable. Bon, l'indépendance, la lutte n'a pas marché et la France a magouillé comme elle a pu le faire avec les Britanniques. Ils ont mis un pantin et la phase avec les Wangis, c'était l'autre phase de la lutte. C'était plus indépendant, puisque le Cameroun était indépendant sur le plan juridique, même si on c'était fantoche, mais c'était reconnu par l'ONU que nous sommes indépendants. Donc ils ont donc continué la lutte. Là, c'était maintenant contre le pouvoir fantoche et le néocolonialisme. Il faut préciser ça. Au moment dans les années 1884, quand les Douala ont signé ce traité, chez Manu Douala avec les deux entreprises allemandes et qu'ils ont pris possession du Cameroun, ils n'avaient pas dit que tout le Cameroun nous appartient. Ils avaient donné leur territoire, uniquement le canton Bel. C'était pas tout le canton. C'était pas tous les chefs de Douala qui avaient signé cette histoire. Voilà, donc, ceux qui avaient cédé leur territoire, c'était que leur territoire qui devait être administré par les Allemands. Les Allemands, avec un autre plan, ils ont profité pour pénétrer dans l'arrière-pays et ils ont utilisé la force militaire pour soumettre des peuples qui n'avaient rien à voir avec le traité-là. Et il y a eu des résistances, il y a eu des razzias, il y a eu des héros. Ça, on n'en parle pas. Donc, c'est pourquoi il faut souvent retracer l'histoire du Cameroun depuis l'arrivée des premiers colons. C'est ça qui dérange les gens. Parce qu'on veut toujours faire croire qu'il y avait 4 héros, c'est faux. Voilà. Je ne suis pas pour ceux qui... Il y avait 4 colons, tu as dit quoi, s'il te plaît? Non, en plus, quand on signe les héros, là, moi je pense sur les panels, on va te parler des Wandji, des Mounier, des Oumyobé et Ousseini Afana. Voilà. C'est pas ça le Cameroun. L'histoire du Cameroun, c'est pas ça, c'est pas eux. Avant eux, il y a eu l'histoire du Cameroun. C'est qui les héros? Douala Mangabé n'est pas un héros. Martin Poussa n'est pas un héros. Si, ce sont les héros, mais on ne se limite en réalité. Mais monsieur, si vous parlez, vous ne parlez pas d'eux. Vas-y, termine, je vais faire ma motion après. Vous ne parlez pas d'eux, c'est une réalité. Vas-y, je vais faire ma motion. Parler du Cameroun français, de l'indépendance, c'est comme si le Cameroun est la France, c'est faux ça. Donc, tracer du Cameroun, c'est les Allemands qui les ont fait. Vraiment, quand vous voulez parler de l'histoire du Cameroun, allez à l'époque allemande et retracer les faits jusqu'à 1960. Voire 70, si vous voulez parler de tout au maquis. C'est comme ça qu'on fait l'histoire. Parce que c'est vexant de toujours vouloir voir qu'on glorifie 4 personnes. C'est comme si c'est eux qui ont fait l'histoire du Cameroun, c'est faux ça. Voilà, je suis donc pas pour ceux qui vont te dire que Wangé c'était un bandit. Comme la vidéo de l'autre que moi j'ai vu là. Moi j'ai lu des choses sur lui. Voilà, je suis pas en train de cautionner. Je ne peux pas, voilà. Je ne peux pas accepter comme traiter quelqu'un comme celui-là comme un bandit. C'est vrai que les UP6 étaient pour aussi des enfants de cœur. Il faut le préciser. C'était la guerre. Et pendant la guerre, il y a ce qu'on appelle soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il n'y a pas la neutralité dans la guerre. Si tu es neutre, tu es un danger pour tous les deux camps. Alors ils vont te traiter comme tel. C'est ça la réalité. Donc tous ceux qui étaient neutres, même les chefs, vous allez voir à l'ouest, il y a eu des chefs qui étaient des auxiliaires de l'administration à l'époque, l'administration coloniale, puis l'administration à l'époque d'Aïdjo. Eux traitaient avec, donc ils étaient des collabos, et ils n'étaient pas bien vus par les UP6. Et on sait comment ça finissait avec la famille de ces gens. On sait les guerres et les razzias qui se passaient, les maisons brûlées et tout ça. Et on va parler, bon en fait, c'est condamnable, mais ce n'est pas aussi condamnable, parce que si tu collabores avec mon ennemi, tu es mon ennemi également. Même si tu es mon frère. Voilà, c'est ce qui s'est passé, que ce soit dans la Sénat maritime, que ce soit dans le camp, parce que c'est aussi une partie de l'histoire qu'on ne raconte jamais. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas faire la filouterie. Oui, dans le camp, précisément à Lornanga, sur les bananes, en pays bananes, il y a eu le maquis là-bas. Est-ce que les gens le savent? D'autres le savent, mais on n'en parle pas. On va toujours te dire que pays Bassa, pays Bamileke, mais en pays bananes, il y a le maquis. Et ce sont des gens qui font une partie des grands perdants de cette histoire. Allez vous cultiver là-dessus. D'ailleurs, le maquis, la réunion qu'il avait fait, quand on avait déclaré le maquis, l'UPC illégal, quand on avait dissous l'UPC là, et qui sont entrés dans le maquis. C'est à Makai. Makai, c'est à Lokolanga, c'est pas dans la Sanaka maritime. C'est dans le camp, le pays Banen. C'est là où on avait convoqué une grande réunion en 1955.
C'est là où tous les UPC du Cameroun, tous, se sont réunis dans cette forêt-là, à Macaï. C'est là au canton Tanga. C'est là où ils ont planifié et ils ont même créé la branche militaire, le CNU, le Comité national d'organisation. Tout a commencé là-bas. Mais on oublie où tout a commencé. On ne parle pas seulement du pays Bassa et du pays Bamileke. Si vous voulez qu'on parle de l'histoire du Cameroun, il faut vraiment rétablir les faits. Les gens n'ont pas besoin de s'atténuer, prétendre gloire. Pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur terre, qui ont perdu des familles, qui ont perdu leur culture. Il y a des gens qui ont perdu leur langue. Alors qu'en il n'y a plus personne. Il y a 100 ans de personnes aujourd'hui. Pourtant, avant le début de la guerre, ce canton comptait 3000 âmes. Il y a 3000 âmes. Où il y a 130 personnes. Allez voir ce qu'on appelle la forêt des bouts. Aujourd'hui, l'État veut les exproprier cette terre. Vous trouvez ça normal? Il y a des banques qui sont devenus des Bassa, qui ne parlent plus leur langue, qui sont devenus des Douala. Des gens qui ont été avalés par d'autres cultures parce qu'on les a chassés de chez eux à cause de la guerre. On ne parle pas d'eux. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et ça, c'est de l'injustice. C'est ça qui révolte les gens. Si on veut construire ce pays, il faut rétablir la vérité et rétablir les gens qui ont été victimes dans leurs droits. Il faut citer tout le monde. Parce qu'une communauté va se lever, ils vont écrire l'histoire uniquement sur eux et dire qu'ils étaient des victimes. D'autres vont se lever et écrire uniquement sur eux, ils étaient des victimes et on oublie les autres. Parce que peut-être ceux-là n'ont pas des gens qui ont fait, ils n'ont pas des anthropologues, des gens qui ont fait qui peuvent écrire aussi leur part. Non, que l'État du Cameroun puisse prendre ses responsabilités et vraiment regrouper des gens qui peuvent vraiment expliquer cette histoire aux Camerounais et réécrire, enseigner à nos enfants. Voilà, ça c'est ce que moi je voulais dire sur le pan de nos héros. Wani c'était un héros, moi je ne venais pas dire que c'était un terroriste. S'il y a eu des dégâts collatéraux, c'est normal, c'est une guerre. Comme je l'ai dit, c'était pas les enfants du cœur. Parce que alors on a tué, on avait DUL, les femmes du chef, on a coupé les oreilles. Le chef avait fui pour se cacher à Yingi. Ils enrôlaient les jeunes de force. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, ils étaient exécutés. Et du côté du camp du gouvernement et les colons, c'était pareil. On a enrôlé les enfants du terroir. Ceux qui n'étaient pas d'accord de se faire enrôler, dans les milices, ils étaient simplement éliminés. Donc je ne suis pas partie de ceux qui ont bien dit que les révolutionnaires étaient les enfants du cœur parce qu'ils luttaient simplement pour le bien du Cameroun. Non, ils ont aussi fait des choses qui n'étaient pas normales. Ils ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Donc quand vous voulez retracer l'histoire, on sait que l'idéologie qu'ils prenaient était bonne. Ça c'est un fait. Ils voulaient l'indépendance et la réunification du Cameroun. Et s'ils avaient réussi, le Cameroun serait pas comme il est aujourd'hui. Ce serait un autre Cameroun, ça c'est un fait, puisque c'est eux qui ont pris les rênes après le départ des colons. Et on sait ce qu'ils devaient faire du Cameroun, on imagine un peu comment ils allaient gouverner. Et là, pour atteindre ce but, ils n'ont pas que fait du bien. Ça, il faut le dire. Ne pas le dire, ce n'est pas raconter la vraie histoire. Leur idéologie est salutaire, malgré que ça n'a pas abouti. Mais oui, ce sont des héros. Parce que le héros, ce n'est pas seulement celui qui a réussi. Le héros, c'est... On regarde c'est l'idéologie qu'il prenait, ce qu'il voulait faire. Ça va et ça comportait était comme un héros. Ceux qui pensent au héros, c'est seulement celui qui a réussi. Ça lutte, non, c'est pas ça. Ce sont des héros. Bon, maintenant, ce qui concerne les terres dans le monde, voilà, il faut préciser que les Allemands qui ont commencé à faire venir les gens là-bas, puisque l'Ouest était surpeuplé. Et la main-d'œuvre était facile à trouver là-bas. Puisque quand vous êtes surpeuplé et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, alors les autochtones du monde étaient des grands planteurs. Ils avaient de l'argent. Et les Allemands, pour créer leur part de plantation, ne pouvaient donc pas utiliser la main-d'œuvre locale, puisque c'est des planteurs qui étaient extrêmement riches. Donc, on ne peut pas utiliser quelqu'un qui est riche, qui a besoin de ses propres membres pour continuer à faire ses champs, pour qu'il vienne faire les champs des autres. Alors, ils partaient donc recruter juste à côté, puisque l'Ouest était juste à côté, et c'était surpeuplé là-bas. Il faut préciser que les premiers migrants bamileke qui sont venus au monde, c'est les Allemands qui les ont amenés. Ils étaient environ 70 000. Ils venaient dans les fermes allemandes. C'est comme ça que ça s'est passé. Et bien après, quand les Allemands sont partis, ils ont laissé certains champs. Et puis, les autochtones, Mbou et autres, qui avaient aussi de l'argent, qui avaient des fermes, eux aussi, ils ont commencé à recruter juste à côté. Ils ont commencé à faire venir les gens de l'Ouest pour travailler dans leurs champs contre les rémunérations. Et parfois, ils n'arrivaient pas à payer. Ils cédaient certains champs,
certaines terres. Et après, ces gens se sont donc enracinés avec le temps. Et ils ont fait venir leur famille rester de l'autre côté. Et après aussi une migration spontanée qui a commencé. Puis ceci, mon frère est parti, ça fait longtemps, je m'avais retrouvé, donc les gens ont commencé par venir au monde. Et c'est comme ça qu'ils sont installés. Les autochtones sont devenus minoritaires avec le temps. Ce qui fait qu'ils ne sont plus très visibles aujourd'hui. Parce qu'il y a une immigration massive après. Donc ils ne se sentent plus... bref, ils se sentent probablement dépossédés. C'est pourquoi ça crée ce brouhaha qu'on parle de génocide. Certes, il y a eu des accrochages là-bas, il y a eu des massacres, il faut le dire. Moi, je ne vais pas dire que c'était un génocide. Il faut faire la différence. C'est comme ce qu'on dit que le génocide bamileke. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a eu des massacres. Parce que si on ne peut pas voir le maquis à l'ouest, il faut situer la temporalité. Et j'ai oublié de montrer que pendant qu'on dit qu'il y a un massacre à l'ouest, l'État était en train d'organiser une immigration bamileke dans le camp. Comment on massacre, on génocide des gens, mais on est en train de déposséder les autochtones dans le camp pour faire venir l'immigration des gens de l'ouest, les installer. Ça n'a pas de sens. Allez voir ce qui c'était que la Soudenkam. Vous savez ce que c'était la Soudenkam? La Société nationale de développement du CAM a été créée en quelle année? Par qui? C'était par le gouvernement Aïdjo. Dans les années 1955, puis c'est les années où le maquis faisait rage à l'ouest. Où on dépossédait. Allez voir la loi foncière de 1963 qui a dépossédé les autochtones dans le CAM pour installer les populations venues de l'ouest. Le premier Abbas Ibafang, c'était en quelle année? C'était fait par qui? Par la Soudenkam. Et c'est dans cette période-là où on dit qu'il y avait un génocide à l'ouest. Il y a eu des massacres à l'ouest. Mais je refuse qu'on amplifie pour qu'il y ait un génocide. Parce que personne ne peut dire que c'était un génocide. On ne peut pas vouloir. Le génocide, c'est une théorie. C'est quelque chose qu'on écrit, on planifie. On va exécuter, on va finir les gens, mais on est plutôt en train de leur faire du bien ailleurs. Le bien que je dis, c'est qu'on a dépossédé les autochtones dans le camp pour installer les populations venues de l'ouest. Et c'est l'État qui a organisé ça à travers le projet Abbas Ibafang. Pendant cette période-là où on dit qu'on était anti-génocide les gens. Donc, il faut arrêter de manger sur l'histoire. Il faut retracer les faits. Il y a eu des massacres à l'ouest, comme dans la Sanaga maritime, comme dans le camp, pendant la guerre du Maquis. Mais ça, ce n'est pas des génocides. C'était des massacres à grande échelle, c'est des faits. Tout comme dans le Mourou, il n'y a pas eu un génocide là-bas. Il y a eu des massacres. Pas seulement des mots. Passez à Tombel, c'est vrai, Tombel, ce n'est pas dans le Mourou. Ça, c'est dans le sud-ouest. Il y a eu 300 Bamileke qui ont été massacrés par les autochtones là-bas. C'était des massacres. Parce que sur quelle échelle des valeurs, sur quelle mesure, c'est quoi la fronde qu'on utilise pour dire que c'était un génocide? Haïti était par exemple dans la Sanaga maritime. Pendant une réunion des militants de l'UPC, il y a eu un assaut des troupes coloniales françaises. Ils ont éliminé pratiquement 200 à 300 personnes. Eux aussi doivent écrire un livre et dire qu'on les a génocidés. Ça, c'est des massacres à grande échelle. Pour que ça atteigne un cas de génocide, il faut vraiment que ce soit une théorie. Et on n'a rien théorisé parce que quand le maquis a commencé, les Français ne sont pas théorisés qu'on va éliminer. Parce que c'est tout le Cameroun qui était là au maquis. L'UPC, ce n'était pas seulement les Bassa et les Bamileke. Pourquoi les Français ont donc dit que le Cameroun prend son indépendance avec un caillou dans la chaussure et ils ont cité nommément un peuple? Écoute, je veux pas que tu m'orientes. Non, je pose seulement la question. Quand ils ont dit qu'ils répète un peu. Quand ils ont dit que le Cameroun prenait son indépendance avec un caillou dans la chaussure, le peuple bamileke. Ce n'est pas la France qui dit. Ce n'est pas la France qui dit. C'est le colonel Lamberton. C'est le colonel Lamberton. Oui, mais c'est pas la France. Parce que tu as un peu l'amalgame. Il faut être un peu bleu. Bon, c'est le colonel Lamberton qui parle. C'est un Français, non? C'est un Français. Oui, il est français, mais c'est pas la France. Il ne parle pas au nom de la France. C'est un Français au nom de la France. Quand un Français dit ça. De faire des débats, ça. Quand un Français dit ça. C'est la vie d'un Français. Non, c'est la vie d'un Français, mais ce n'est pas la vie de la France. Parce qu'il était sous les ordres. Quand il arrive au Cameroun, il est sous les ordres. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Ok. Donc, moi, je voulais te faire émotion. Je voulais te faire émotion, mon gars. Je ne sais pas si tu as fini. Moi, je voulais te faire d'émotion. Je ne sais pas si tu as fini. Ou bien tu veux peut-être malgré tout. Je voulais un peu souligner. Je ne sais pas si tu connais. Je voulais un peu comprendre. Je ne sais pas si le frère qui a parlé tout à l'heure un peu. J'ai suivi une histoire comme quoi, mais je n'ai vraiment pas véritablement cette histoire. Car à l'époque, je ne sais pas si c'est vrai. Si vous connaissez, vous pouvez essayer de me médifier là-dessus.
qu'à l'époque, les peuples de l'Est avaient besoin de laisser passer pour pouvoir traverser les frontières. C'est cette histoire est vraie ou pas? Et comment ça s'est passé en fait? Parce que je n'ai pas vendu cette histoire-là. Oui, je sais pas. Bon, j'ai suivi ça. Par exemple, je veux un peu d'éclaircir plus. Oui. Je te réponds. Le laissez-passer concernait les zones conflictogènes. Tu connais les zones conflictogènes? Les zones bassales et bien d'Amileke. Attention. Ce n'était pas seulement dans les zones conflictogènes. À cette période-là, en pleine guerre du Maquis, le laissez-passer était partout. On peut te montrer le laissez-passer de quand même. Est-ce que tu as des preuves des images? Parce qu'il y a des images qui concernent justement ces zones-là où il y a des parents qui sont archivés. Bien sûr. Écoute. Ok, d'accord. Tu me partages. Si tu as ton écran, tu filmes même là maintenant, tu filmes. Tu nous montres. Ah, monsieur, écoutez, votre langage évolue déjà. Parce qu'il y a encore quelques mois, il y a quelques temps, on laissait croire que le laissez-passer était uniquement pour les Bamileke. Et c'est ce qui s'est dit là plusieurs fois sur TikTok. Ça, c'est mentir sur l'histoire. Laissez-moi parler. On ne va pas parler en même temps. Je dis ceci. Le laisser-passer, c'était pour tous les Camerounais à cette période-là. Puisque les maquisards n'avaient pas une tenue militaire, les gars. Ok? Et les colons avaient bien peur de tout le monde. Et à cette époque, c'est pas comme si avait la carte d'identité. Il fallait identifier qui quitte d'une ville à une autre. Et c'était pour protéger au contraire les populations. Je vais vous expliquer pourquoi le laisser-passer était important à cette période-là. Puisque tout le monde pouvait être considéré comme maquisard. Puisque les maquisards n'avaient pas de tenue militaire. Ce n'était pas comme c'était une organisation militaire, armée, qu'on connaissait avec des billets rouges, non. C'était des civils. Alors c'était pour protéger ces gens-là et que les colons aient supporté. Puisque si quelqu'un quitte par exemple du Bafang, il veut venir peut-être en Konsamba. Est-ce que vous comprenez? Il lui faut un laisser-passer parce que nous sommes en pleine guerre. Ça permet donc à l'administration de reconnaître que celui-ci n'est pas maquisard, il quitte d'ici pour aller ailleurs, puisque la zone était militarisée. Si peut-être il quitte le Bafang pour aller en Konsamba sans se laisser passer, il sera pris dans un contrôle militaire et exécuté parce qu'on va le considérer comme un terroriste, comme un maquisard. Par contre, là, son laisser-passer. Question, est-ce que quelqu'un qui quitte du Nord pour arriver à Yaoundé avait besoin de laisser passer? Mais le Nord n'était pas dans ce conflit, la zone qui était... C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que ça dépendait des zones conflictogènes. Tu contestes ça comment? Mais monsieur, je dis dans le grand sud, ça existait, laisser passer. Monsieur, à Yaoundé, il y a eu le laisser passer. Je dis, il y a eu le laisser passer de Douala à Yaoundé. Tu quittais Douala à Yaoundé, il y avait des laisser passer qu'on imposait, monsieur. C'est des zones conflictogènes. Des zones conflictogènes, parce que quand tu traverses la Sanada maritime, non? Pour quitter Douala pour Yaoundé, c'est une zone conflictogène. Ok, dans le Grand Sud, on coupe tout. Attends, coupons ça tout court. Dans le Grand Sud, il y avait les laissés-passer. Les bouffes que je veux démonter ici, c'est que on a toujours fait croire que les laissés-passer étaient uniquement pour les gens de l'Ouest. Il faut démontrer que on est déjà d'accord. Tu as des photos pour les gens du Sud. Tu affiches, non, mon frère? Monsieur Yann. La flamme, je te suis déjà, quoi. Monsieur Yann, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on enlève les brouffes qui laissaient croire que ce n'était que... Non, je ne suis pas au niveau de l'esbrouf, mon frère, je suis au niveau des faits. C'est un mensonge. C'est les faits historiques. Toi, tu es en train de parler du cœur. Tu es en train de parler de ton assentiment. Tu comprends? Nous, on parlait des faits. Est-ce que tu as des photos? Tu parles, c'est quoi? Mais moi, je peux te sortir les photos tout de suite. Moi, je peux mettre ma caméra. On retient qu'il y avait le laisser passer dans les zones conflictogènes. La flamme continue. C'est ça, là, je suis d'accord, Landry. Ça pouvait être au centre, ça pouvait être à l'est. À l'est, ça pouvait être à l'est. Je dis que le discours évolue aujourd'hui, monsieur Landry. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, c'était pas pour être honnête, je croyais que les gars ont présenté, je croyais que les laisser passer, c'est seulement pour les Bamileke. C'est ce que c'est sur TikTok. Il faut être honnête. En tout cas, c'est une chose est certaine, ok, une chose est certaine, il y a des éléments historiques, il y a des photos. Tu ne peux pas dire que c'était au sud et on n'a jamais vu la photo, le laisser passer de quelqu'un du sud pour arriver à Yaoundé. Il n'y a jamais eu ça. Mais par contre, pour les gens du sud et les Bassa, il y en a. Il y en a. Vous n'avez pas refaire l'histoire. Non, bon, je retiens. Moi, j'ai des notions pour la flamme. La flamme, je voudrais quand même te rappeler ceci. Attends, est-ce que le milliardaire a fini? Le milliardaire, si on a répondu à ta question, le laisser passer n'était pas uniquement pour les hommes Bamileke.
Ça, c'est faux. Parce que ce qui m'a un peu, ce qui m'a un peu intrigué dans cette histoire, c'est parce que tout récemment, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de Valet Bessala. Parce que ça m'a un peu paru bizarre, et avec tout ce que je suis sur TikTok, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Parce que sur un plateau, il a eu à mentionner cela, et je n'ai vu aucun, je veux dire quoi, aucun autre. Comment est-ce qu'on s'appelle là? Même le temps, Yann, calme-toi, mon frère, laisse-le parler. Donc quand je le dis, je précise ça dans la mesure où, vous voyez, c'est très important, c'est l'histoire. Parce que Valet Bessala a dit, personne n'a contesté ça. Et vous voyez, ça a été relié sur TikTok d'une autre façon. J'ai trop suivi des versions là-dessus. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il me semble un peu que le frère semble... Bref, à la fin, il semble un peu connaître l'histoire. C'est la raison pour laquelle je lui ai posé la question là-dessus. Mais tu concernait les zones conflictogènes et les zones Yann, Valet Bessala nous a fait croire que c'était seulement les gens de l'Ouest. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont des photos. Puisque dès qu'il a dit ça, des gens de l'Ouest sont sortis, les laisser passer. Les gars bassins sont sortis, les laisser passer. Les photos n'ont pas pu sortir de laisser passer. C'est ça le fait. Permettez, excusez-moi, permettez, Ngo. Oui, on sent allô? Oui, Ngo. On est à chaud. Tu es là. Ngo, tu es là, je m'absente, hein? Oui, je suis là. Ok. La flamme, moi j'ai une notion pour toi. C'est justement, Valet Bessala n'a pas précisé ça. Il a parlé du peuple bamileke en particulier. Oui, il a parlé il aurait pu dire. Non, il a parlé de Bamileke et Bassa multimilliardaire. Il a parlé. Il devait dire les zones conflictogènes. Il devait seulement dire les zones. C'est un peu ça qui a un peu créé le trouble avec tout ce que je suis en train de dire. Il aurait pu dire les zones conflictogènes. Quand il dit Bamileke et Bassa aussi, c'est faux. Parce qu'en pays banane, il y a eu aussi laissé passer à l'Oknanga, monsieur. C'est pas chez Bassa. Oui, est-ce que tu as donc des photos? Si tu as des photos de qui peut contester, tu peux. Tu peux croire la flamme. Il n'y a même pas besoin. Tu fatigues les gens, ok? C'est un peu trop maquillé là-bas, monsieur, ok? La vraie question, de savoir. J'ai une notion pour toi, la flamme. J'ai une notion pour toi. Yann. Je sais que tu as une question pour lui, je sais. Tu vas poser ta question. La vraie question est de savoir à quoi servait le laisser-passer. Peut-être que ça peut répondre à ta question. Monsieur Laflamme, à quoi servait ce laisser-passer là? Dans une zone conflictogène. Ouais, mais j'ai répondu à cette question. Le laisser-passer, ça protégeait déjà celui à qui on donnait ça. Ça protégeait sa propre vie déjà. Et de plus, ça permettait à l'administration de déterminer qui quitte d'un endroit à un autre. Ça protégeait celui à qui on donnait. Pourquoi? Parce que à l'époque, nous sommes en pleine guerre du maquis. Et que tout civil était déjà un maquisard pour l'administration. Donc, quand on t'identifiait, tu veux voyager d'un endroit à un autre, avec la militarisation de toutes les routes, ça sauvait ta vie, puisque quand tu arrives dans un contrôle routier, tu sors ton laissez-passer, les militaires comprendront que tu as été identifié, tu n'es pas un danger, alors tu peux continuer ta route. Voilà, c'était ça. Bon, la flamme, j'ai... Moi, j'ai d'abord ma motion. Tu ne peux pas poser de motion avant moi, Landry. Tu peux pas poser de motion avant moi. Non, je ne peux pas poser de motion. Relax, Yann, c'est calme, vas-y. Oui, j'ai ma motion, parce que je voudrais d'abord préciser à la flamme que, vous voyez, quand nous arrivons souvent sur des panels, il faut avoir un peu de la courtoisie. Je n'ai pas apprécié la manière avec laquelle tu as tenu un peu ton discours, avec une forme de condescendance. Parce que tu ne sais pas qui nous sommes. Quand tu dis allez vous renseigner, je pense qu'il faut souvent aussi utiliser des termes vraiment, tu vois. Parce que sur ce panel, nous, on a toujours été courtois. En fait, de ce que je connais de ce panel, on a toujours été courtois. Landry, là, il est témoin. Même si nous ne partageons pas les mêmes points de vue, on peut échanger poliment et après, chacun reconnaît que non, ici, je me suis trompé. Quand tu parles de l'histoire de nos héros, ok, personne n'a dit qu'on ne reconnaissait pas, qu'on avait oublié les Douala Mangabel, le matin Paul Samba. Personne ne l'a dit, on ne les a pas oubliés. Mais cependant, dans l'histoire des pays, il y a ceux qui ont marqué le plus l'histoire. Je vais te prendre le cas des États-Unis. Aux États-Unis, quand tu parles des présidents américains, on va te parler de Abraham Lincoln. On va te parler de Franklin Delano Roosevelt. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'autres présidents. C'est parce que c'est des personnes qui, à un moment important de l'histoire du pays, ils ont marqué leur époque.
Et le maquis est une période qui a marqué l'histoire de notre pays. C'est pas qu'on les met au-dessus des Douala Mangabel ou des Martin Paul Samba. Non. C'est juste que la période pendant laquelle ils ont marqué l'histoire de notre pays a été une période très forte. C'est la raison pour laquelle on a toujours tendance à les mettre en avant. C'est un peu ça. Et Oumiobe est beaucoup plus mis en avant même que les cadres. Parce qu'en fait, Oumiobe est celui qui a formalisé l'idéologie de l'UPC, l'idéologie du nationalisme camerounais, de la manière avec laquelle il voulait gérer le Cameroun. Pourquoi est-ce que vous ne vous plaignez pas aussi de ce que ce soit seulement Oumiobe qu'on mette en tête? Pourquoi? Bon, moi je pense que quand tu dis allez voir l'histoire, ce n'est pas à nous que tu dois dire ça. Et puis pour ta petite gouverne, il y avait au sein des Afana. Eh monsieur, tu as demandé d'être poli ici, de ne pas être descendant. D'accord? Il y avait au sein des Afana. Dans le sud, il y avait également un pôle du maquis. Dans le Dolph, il y avait également un pôle du maquis. Dans le Mbam, comme tu dis, il y avait un pôle du maquis. À Bafia, il y avait un pôle du maquis. À l'ouest, il y avait des pôles, notamment Banté Bazou. Et puis tu es arrivé à Bafoussam. Et puis il y avait Tchang. Il y avait des pôles de maquis là partout. Il y a eu des noms. Je crois je sais pas si Landry était là, quand le grand frère UPC faisait allusion au rapport qui a été donné, que la France a fait dernièrement, et a donné une copie au Cameroun. Il y a des noms. Il y a des noms dedans, des noms des leaders du maquis là, qui étaient même dans le centre, dans le sud même. On ne les a pas oubliés. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas enseigné ça. Parce que si on nous avait enseigné ça, nous tous à l'école, on aurait eu la bonne base. Mais seulement le régime actuel, qui est un prolongement du colon, il n'a pas voulu souvent que nous soyons au courant de ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans la bataille politique qu'il y a aujourd'hui, la succession par rapport au président, il y a ces remontées, ces falsifications-là qui doivent être élucidées. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans la mesure où il faudrait qu'on s'approprie notre histoire. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Maintenant, pour ce qui est du génocide, comme tu disais, le génocide a une définition. Je crois que les Nations Unies définissent ce que c'est que le génocide. Et le génocide dépend également, ou alors est étroitement lié au nombre de morts. Je crois que c'est quand on a... Donne la définition. Donne la définition sur laquelle tu t'appuies. On avance. Comment? Donne-nous la définition du génocide sur lequel tu t'appuies. Parce que tu veux qualifier ce qui s'est passé avec des génocides. Je ne suis pas. Écoute-moi, je suis en train de t'expliquer qu'il y a une définition selon le. Donne la définition là, donne la définition, on veut la savoir. Je suis en train de développer, c'est pas toi qui m'as fait parler de ça. Toi, tu n'as pas mentionné ça. Tu as seulement dit que non, on apporte des preuves. Tu as demandé qu'on apporte des preuves. Donc, laisse-moi donc te dire que les Nations Unies, qui sont l'organisation au-dessus de tout le monde, a essayé de canaliser et de décrire ce que c'est qu'un génocide. Donne-nous la définition, une définition avant d'avancer. Tu peux même, je ne suis pas en train de te dire, écoute-moi, tu vois, je ne suis pas en train de faire un ping-pong pour te justifier. Nous sommes des grandes personnes, donne la définition du génocide sur les Nations Unies. Tu es en train de prendre ça comme étant, tu es en train de prendre ça à cœur. Je ne suis pas à cœur, je ne veux pas l'esbrouf. Ça a trop de... C'est justement pour ça que je t'explique que, la petite chose peut-être même que tu devrais faire, c'est aller checker même sur Google que c'est quoi la définition du génocide. Donne-nous ça directement, sinon on ne connaît pas. Tu devrais checker ça. Non. Aide-nous, facile-nous la tâche, mon frère. Bon, ça ne sert pas, ça ne sert pas un jeu de sport. Entre vous deux, si quelqu'un apprend la parole, la personne prend la parole et on continue. Mais attends, monsieur Ngo, c'est ce que je suis en train de vouloir faire pour sortir de là, pour lui faire comprendre simplement que le génocide a une définition. Le génocide, également, dans les définitions du génocide, il y a également le nombre. Si je te prends le cas, par exemple, des Hutus, quand on parle des génocides chez les Hutus, c'est parce qu'ils ont atteint un certain nombre de morts. En dessous de ce nombre-là, on parle de massacres. Non, c'est faux. Il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit, par exemple, qu'il y a un génocide pour telle tribu. Maintenant, c'est les faits historiques qui doivent aller vérifier. C'est les historiens qui doivent aller sortir ça. Je voudrais peut-être que tu dises que non, que les historiens nous démontrent ça. Mais ne dis pas qu'on doit venir te prouver ça. Parce que c'est un peu ça l'ambiguïté, en fait. J'ai l'impression que tu prends ça personnellement. Donc moi, je pense que si, et tous les peuples, moi je dis toujours, même les Boulous, il y a eu un massacre des Boulous. Peut-être que les gens ne savent pas ça. Il y a eu un massacre des Boulous, des Allemands. Les Allemands ont massacré les Boulous. Attends, la définition du génocide.
En fait, le génocide un génocide est l'extermination intentionnelle et systématique d'un groupe humain en raison de son appartenance ethnique, religieuse, nationale ou raciale. Il s'agit d'un crime contre l'humanité visant à détruire totalement ou partiellement une population spécifique. C'est clair qu'il y a bel et bien un génocide à l'ouest. Parce que les Français les Bamileke. Bon, ils pensent qu'il y a eu vraiment un génocide. C'est formidable ça. Vous écoutez ce qu'il y a génocide. Maintenant, c'est aux historiens d'aller nous démontrer. Moi, je disais encore que c'est une question de nombre. C'est moi qui ajoute encore même qu'il y a de nombre. Bon, les gars, pour être honnête, je vais nuancer ici parce que jusqu'à présent, je cochais la case de génocide parce que je me disais que les Français eux-mêmes avaient dit que les Bamileke sont un caillou dans la chaussure. Exactement. Donc, mais pour l'instant, on me dit que c'était juste un avis personnel. Donc non, les gars, moi je suis pas d'accord avec vous parce que Landry est en train de réparer un truc qu'on était en train de parler ici. Il est juste en train de remettre la vérité. Je ne peux pas les gens. Je disais tantôt. Attends, tu vas venir à la définition de génocide. Landry est en train de parler d'un fait il faut qu'on génocide, il faut qu'il y ait un massacre sur la base de l'appartenance ethnique dans le but de faire disparaître un groupe ethnique. Exactement. Ou un groupe. Or, je ne pense pas ici que les Français avaient, comment on dit en anglais, ils ciblaient, voilà. Ils ne ciblaient pas les Bamileke parce qu'ils sont... Non, à un moment, les Français ont ciblé les Bamileke, monsieur. Les Français ont ciblé les Bamileke. Ils ont ciblé. Non, on peut pas parler de génocide étant donné que l'intention première, c'était de tuer l'idée politique, c'était pas de tuer un peuple privé.